Merci donc, Monsieur le Président, de vous être rendu disponible. Et j'en profite puisque nous avons et nous allons auditionner plusieurs des représentants de votre groupe pour remercier la direction des affaires publiques de la SNCF de nous avoir facilité ces prises de rendez-vous. Monsieur le Président, nous avons déjà auditionné Madame Idrac la semaine dernière. Et je le disais, nous entendrons après vous Monsieur Gallois puis Monsieur Pépi, c'est-à-dire 4 dirigeants pour une période de 27 ans à la tête du groupe public ferroviaire. Et ça devrait nous permettre, et c'est l'un des premiers objectifs, vous le savez, il y a 2 dimensions dans cette commission d'enquête. Cela devrait donc nous permettre, première de ces dimensions, de retracer ce qui nous a amené à la situation actuelle en matière de fret ferroviaire et finalement à constater un redressement en 2021-2022 du point de vue de la part modale, un redressement financier aussi de fret SNCF sur la même période, mais qui succède à une période de déclin de la part modale. On est revenu déjà dans les auditions précédentes à de nombreuses reprises sur des facteurs que nous avions les uns les autres bien en tête, à savoir les difficultés liées à l'infrastructure, à la fois à son état, mais aussi à l'attribution des sillons et donc à sa fréquentation, les difficultés liées à la prise en compte de l'activité fret à l'échelle d'une grande stratégie nationale dans lesquelles elle pouvait répondre à des objectifs de politique publique qui ne soient pas que ceux de l'aménagement du territoire. Et on s'est aperçu à cet égard que le lien entre l'activité fret ferroviaire et la possibilité de décarboner les transports, ou pour le dire, comme on le disait au début des années 2000, de préserver l'environnement, ce lien n'était pas vraiment fait de façon systématique avant une période relativement récente. Et puis la deuxième dimension de notre travail, vous le savez, c'est évidemment de revenir sur la solution de discontinuité qui a été proposée par le gouvernement pour et c'est ce que nous a dit le ministre des Transports, pour faire suite ou protéger Fret SNCF à la suite de l'enquête approfondie qui a été ouverte le 18 janvier dernier sur les aides publiques regardées par la Commission européenne comme pouvant être indues, perçues par Fret SNCF. Nous serions donc heureux, Monsieur le Président, que vous reveniez sur ce contentieux qui visait Fret SNCF, qui s'était ouvert en 2016. Donc, quand vous avez pris vos fonctions en octobre 2019, ce contentieux était déjà ouvert, mais sous l'angle des plaintes lancées par les concurrents de Fret SNCF. Sur les conséquences aussi qu'a eu la réorganisation du groupe public ferroviaire à la suite de la loi portant pacte ferroviaire de 2018, sur l'état de cette plainte. On sait qu'il y a des interrogations dans la commission d'enquête, on ne les partage pas tous, mais sur l'effet transformation en EPIC et passage à l'ASA, sur la manière dont ces enquêtes ou ce regard de la Commission européenne a pu être jeté ou être rendu plus aigu. On souhaitait également que vous nous expliquiez comment la SNCF, aujourd'hui, le groupe public ferroviaire, regarde l'activité fret, là où certains d'entre nous, au fil des auditions de la semaine dernière, ont pu avoir le sentiment qu'au sein du groupe public ferroviaire, l'activité fret n'avait pas toujours été une priorité dans le fonctionnement de la société et des ensembles de sociétés que représente SNCF. Comment voyez-vous ces reprises de sillons qu'on a évoquées avec Frédéric Delorme tout à l'heure, c'est-à-dire ces 23 sillons que SNCF Fret va devoir céder? Comment voyez-vous les cessions d'actifs qui sont prévues aussi dans ce plan de discontinuité? Et comment évaluez-vous le risque d'un report modal inversé qui préoccupe évidemment beaucoup cette commission et sur lesquels M. Delorme s'est montré plutôt rassurant il y a quelques minutes dans cette même salle, quelques heures déjà. Monsieur le Président, je vous laisserai la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes. Puis les collègues qui le souhaitent pourront poser des questions après les questions du rapporteur et du président. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par les commissions d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je salue bien sûr Monsieur le rapporteur, Mesdames, les membres de la Commission.
Peut-être avant de commencer sur le fond, quelques éléments de contexte. Vous dire que ce qui arrive aujourd'hui au groupe SNCF et à Fret SNCF peut être, enfin, nous on le qualifie de difficile. Je pense que pour un dirigeant d'entreprise, organiser volontairement la réduction de l'activité de manière substantielle est peut-être un des éléments les plus compliqués qu'on puisse faire. C'est antinomique avec le rôle d'un dirigeant qui est de développer son entreprise. Donc c'est difficile. Bon, soit difficile pour les dirigeants, c'est pas le plus important. C'est surtout difficile pour les hommes et les femmes qui constituent Fret SNCF. Il faut se mettre à leur place, c'est pas quelque chose qui est simple. D'autant plus qu'on a affaire à des gens qui, depuis longtemps, mais enfin je peux en témoigner depuis que je suis président de la SNCF, comme vous l'avez rappelé, fin octobre, début novembre 2019, on a pu noter leur engagement. On l'a vu dans le Covid, où on se souvient qu'au début, dans un contexte où les protections des salariés n'étaient pas complètement parfaites, ils n'ont jamais rechigné à faire rouler les trains, les trains essentiels pour l'économie du pays, les carburants, les produits qui permettaient de traiter l'eau, les médicaments, enfin ils ont été là. Ils ont été là à la reprise aussi, quand l'économie a pu repartir. Donc on a affaire à des gens courageux qui, on le rappelle, et vous le percevez certainement au travers des auditions, ils ont une quinzaine d'années de restructuration derrière eux, j'allais dire. Donc forcément, ce sont des gens courageux qui ont fait face à cette période difficile. Vous m'avez posé la question, donc j'y réponds tout de suite. C'est une question qu'il faut poser. Est-ce que l'activité de transport de marchandises est stratégique pour le groupe SNCF? Au fond, il faut la poser aussi simplement que ça. Moi, je vais répondre pour moi. Bon, après, les autres répondront pour chacun. Pour moi, la réponse est oui, c'est stratégique. D'ailleurs, dans la mission, l'ambition stratégique de l'entreprise, il y a bien d'être un champion du développement durable par le ferroviaire, voyageurs et marchandises. Parce que la méta-mission, le méta-engagement, c'est bien la transition écologique. Enfin, c'est de comprendre que, pour moi, il est clair que le ferroviaire fait partie de la solution par rapport à l'enjeu énorme qui est d'adapter notre industrie, nos consommations, nos manières d'être, etc., à ce défi formidable. Et qu'en termes de mobilité, au fond, qui est le secteur qui est le mien, le ferroviaire doit jouer un rôle, peut jouer un rôle, ce qu'on appelle le report modal, pour faire en sorte que des marchandises et des voyageurs, aujourd'hui transportés dans des modes plus impactants sur l'environnement, puissent passer au train. Voilà, donc oui, j'ai répondu de manière explicite et non pas implicite. Transporter des marchandises en train fait partie des activités stratégiques de l'entreprise. Voilà, même si aujourd'hui le chiffre d'affaires en est plus modeste, comparé aux voyageurs qui s'est beaucoup développé, il n'empêche qu'il faut le faire, d'autant plus que j'ai la conviction que à court, moyen, long terme, c'est une activité qui va se développer. Voilà, on y reviendra peut-être dans la cour de l'exposé, mais donc c'est une bonne décision stratégique, à la fois bien sûr sur le fond, participer de la transition écologique par le report modal, en gros, de la route vers le train. Et deuxièmement, c'est une activité qui peut trouver son équilibre économique dans la durée et s'auto-alimenter, s'auto-suffire en matière économique. Troisième élément un peu de contexte, c'est tout à fait légitime que des élus de la nation, des parlementaires s'intéressent à ce sujet, parce que ce sujet, voilà, il est un des composants du débat sur la transition écologique. Deuxièmement, dans les territoires, dans plusieurs territoires, il y a une envie de ferroviaire qui est en train de se manifester, parce que une partie des entreprises aussi, c'est le fameux scope 3. Les entreprises commencent à comprendre que pour réduire le scope 3, elles doivent inciter leurs transporteurs, à la fois pour amener les matières premières nécessaires ou pour ensuite emporter les produits qu'ils ont fabriqués, à faire moins recours aux camions et davantage au train. Voilà, donc, et comme la responsabilité sur le scope 3, elle va grandissant dans les bilans carbone des entreprises, il y a un appétit aussi des entreprises dans les territoires pour recourir davantage au train. Voilà, donc on est sur des enjeux importants, sans parler des enjeux sociaux, parce qu'il y a aussi des enjeux sociaux dans ce dossier qui peuvent toucher plus particulièrement quelques endroits du territoire, dans l'Est, dans le Sud ou ailleurs. Alors, vous l'avez dit, et donc je pense que c'est maintenant certainement une image qui doit se préciser dans vos têtes, le secteur du fret est en difficulté structurelle. Alors on ne sait pas quand ça remonte. On dit souvent les 2000, mais en fait je pense que dès les années 80, il y a une inversion de tendance. Moi qui suis un vieux cheminot, à la fin des années 70, début des années 80, avant le TGV, quoi, en gros, les gens de la SNCF considéraient que le fret était l'activité principale et majeure de l'entreprise.
Alors c'est la France des années 70 et 80. C'est la France industrielle, hein, il y a encore de la sidérurgie, il y a encore des mines, il y a encore tout ça, quoi. Bon, forcément, ça va avec. Bon, voilà, Monsieur le Président, vous êtes issu d'une région qui connaît bien ça. Et c'est vrai qu'il y a une inflexion, un peu sournoise, j'allais dire, pas forcément visible, comme toute inflexion, on ne la voit pas forcément au début, où il y a, voilà, pour des facteurs divers, dont celui-là, la France devenant moins industrielle, les clients naturels du train disparaissant petit à petit. Au même moment, le voyageur qui s'est développé, hein, le TGV dans un premier temps, les TER, hein, grâce à la reprise par les régions de la compétence sur les trains régionaux, une espèce de vase communicant un peu implicite qui s'est mis en place. Plus de trains de voyageurs, moins de trains de marchandises, aggravé par des conditions. Au même moment, la route connaît des gains de productivité considérables. Hein, donc voilà. Donc tout ça bouge dans le mauvais sens. Il y a une forme d'alignement négatif des planètes qui petit à petit conduit le trafic ferroviaire à sortir de sa zone de pertinence et on enclenche une phase de déclin. Bon, certains ont tenté de l'arrêter. Il y a eu une tentative, je pense, sincère d'arrêter ce déclin. Ça a toujours été compliqué, ou en tout cas, on n'a pas complètement réussi à infléchir cette tendance. Pour moi, d'ailleurs, je peux tout de suite évoquer pourquoi, au fond, parce que la question se pose. D'autant plus que certains pays en Europe ont réussi. Donc c'est toujours intéressant de se dire pourquoi certains ont réussi et pas nous. Parce que c'est quand même une bonne question. Même si leur structure industrielle n'est pas la même, etc. Il y a des éléments qui ne sont pas pareils. Il y a quand même... Bon. En fait, et vous l'avez aussi cité dans votre introduction, Monsieur le Président, pour que le fret fonctionne, il faut des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de politique publique, en particulier pour le wagon isolé, s'il est un peu livré à lui-même aux lois du marché. Un wagon isolé, c'est 40 tonnes. Un camion, c'est 40 tonnes. Un wagon contre un camion, on voit tout de suite la souplesse du camion, hein, en termes de desserte, etc., et de rotation. Le wagon, le petit locotracteur pour aller l'amener chez le client, le remplir, le ramener, l'incorporer dans un train, un triage, 2 triages, le livrer. Ça met 3 jours, ça met 4 jours, ben, le camion, il a fait 3 ou 4 fois l'aller-retour. Donc forcément, on voit bien que d'une manière assez implacable, s'il n'y a pas d'intervention publique, ben, le camion, il va gagner contre le wagon isolé. Voilà, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté. Et dans d'autres pays où justement on a fait des choix d'engagement, hein, d'engagement de politique publique en faveur du wagon isolé, ben, ça a mieux tenu. Voilà, on pense à l'Autriche, on pense à l'Allemagne, on pense à d'autres. Bon, nous, ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, et c'est là où aussi il faut être clair, c'est la qualité des sillons. Hein, les trains de fret sont aujourd'hui ne circulent plus de jour, très peu, puisque le graphique d'occupation des voies a été largement consommé par les trains de voyageurs, et tant mieux quelque part, hein, on ne peut que se féliciter de voir que ce trafic voyageur qui a démarré. Donc ils sont renvoyés, en fait, les trains de long parcours à la nuit. La nuit, il y a des travaux, donc c'est pas toujours simple de passer les trains, dont les sillons ne sont pas de très bonne qualité, les vitesses commerciales, alors que techniquement, un train de marchandises peut rouler à 100 km/h, hein, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la vitesse commerciale n'est pas de 100 km/h parce qu'il est garé. Tous les 200 km, il est garé pendant 1 heure, 2 heures, etc. Et donc, on arrive à des vitesses commerciales plutôt de 30 km/h au lieu de 100 km/h. Bon, quand vous combinez tous ces facteurs, on voit bien que les facteurs économiques, les facteurs industriels, les facteurs de service, forcément, vont dans le mauvais sens. Voilà, donc ça, c'est des sujets, bien sûr, très, très, très importants qui expliquent, enfin, l'absence de ces facteurs-là, et certainement, à mon avis, constitue les causes racines, hein, de ce phénomène de déclin que vous avez constaté. Et ça veut donc dire que si on veut amorcer une courbe de progression, casser cette spirale de déclin, va donc falloir traiter ces deux facteurs, des aides structurelles au secteur et des choix d'infrastructures qui permettront d'avoir des sillons de qualité, etc. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir le dire sans problème. Fret SNCF aussi, il y a un épisode qu'il faut citer, c'est l'ouverture à la concurrence. Elle est souvent rappelée d'ailleurs par les organisations syndicales, et ils ont raison, ça n'a pas été une réussite. Voilà. C'est-à-dire que le fait de dire il suffit d'ouvrir à la concurrence pour que le secteur se développe a été battu en brèche. Voilà, ça ne suffit pas. Alors certes, ça met un peu d'émulation, certes, ça met un peu des nouveaux acteurs, mais au fond, et la démonstration en est faite, ça n'a pas permis de développer l'activité. Puisqu'on transporte moins aujourd'hui une marchandise qu'on ne transportait en 2007 quand le secteur s'est ouvert. Donc le débat sur la concurrence est un autre débat, c'est pas le vôtre, hein, mais on peut en conclure, et peut-être cette conclusion servira-t-elle à d'autres secteurs, que la concurrence peut-être avoir un effet de stimulation du marché si des politiques publiques créent les conditions de développement du marché. Voilà. Donc si on cumule concurrence et développement, là, on a certainement une dynamique intéressante. Voilà. Mais si on ne fait que concurrence,
là, on a un problème. Voilà, donc je pense que c'est peut-être une des conclusions qu'il faut tirer de cette période. Et d'ailleurs, là encore, en termes de leçons, on en revient à ça. Créons les conditions du développement. Et là que peut-être la concurrence retrouvera une action de stimulation du marché qu'elle n'a pas pu avoir jusqu'à maintenant. On a évoqué les coûts sociaux. Bon, ils sont de deux natures, les coûts sociaux. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a quelques coûts sociaux supérieurs à Fret SNCF qui pendant toute cette période étaient une composante à part entière de la grande SNCF. En fait, il y avait des divisions internes, mais le passage en société ne date que de 2020, de la réforme de 2020. Et les conditions sociales sont en gros toujours les mêmes. Il y a les coûts sociaux, vous avez les coûts supplémentaires du régime spécial de retraite, le fameux T2, la surcotisation de T2, qui n'est pas négligeable, hein, je crois que c'est 10% de cotisation supplémentaire, c'est quand même pas rien. Bon, ça pèse. Et vous avez aussi la réglementation du travail, le fameux RH77 dans notre jargon, qui est un peu plus contraignant et donc conduit parfois à des productivités du travail un peu inférieures à celles que les concurrents peuvent fournir. Voilà, c'est en gros les... Il peut y en avoir une troisième, alors je ne sais pas si c'est pas de même nature, mais je crois qu'il faut l'évoquer par honnêteté intellectuelle, même sans aucunement, aucune volonté polémique de ma part. Les conditions sociales de cette période, qui sont des conditions compliquées, où il y a eu plusieurs réformes profondes, etc., ont créé quand même un climat social difficile, hein, faut être clair. Ce climat social difficile a pu conduire à des mouvements de grève. On sait que les mouvements de grève ont un effet quand même négatif, en tout cas sur Fret SNCF, voire même sur le secteur. Voilà, donc la combinaison de tout ça, on voit bien, est un des enjeux de la période. Et peut-être que là aussi, il faudra réfléchir à des débuts de solutions ou des apports de solutions par rapport à ces difficultés qui ont pu peser sur le développement du fret en général et de Fret SNCF en particulier. Bon, tout ça conduit une dette, vous l'avez évoqué. Cette dette, elle est assez... On sait d'où elle vient, on sait la reconstituer. D'ailleurs, elle a été calculée. Une dette analytique, comme on appelle. Donc, elle n'est pas comptable, puisqu'il n'y avait pas de société à part, mais elle était analytique. 50%, c'est la somme des déficits cumulés année après année, puisque depuis 2007, on est en déficit. Bon, bah, ça fait déficit accumulé constitue une dette qui, effectivement, a été compensée par la société mère. Hein. À l'époque, ce n'était pas la société mère, c'était la SNCF. Effectivement, c'est du vrai argent, ce déficit. Hein. C'est des fournisseurs, c'est des salaires, c'est des appros. C'est du vrai argent, c'est pas de l'argent sur papier, c'est du vrai argent. Il faut bien l'amener. Deuxièmement, les fameux surcoûts sociaux. On l'évacue à 25% du total sur la période. Et puis les frais financiers, parce que tout ça, bien sûr, dans les calculs financiers, on prend cette somme et on fait un calcul d'actualisation et on arrive à 5,3 milliards. Voilà d'où viennent les 5,3 milliards. Bon, ça, c'est un peu la phase 1, en gros, de 2007 à 2016. En 2016, les choses se sont envenimées, j'allais dire, avec des plaintes. Donc les plaintes, forcément, conduisent la Commission à prendre une attitude plus agressive en disant, à supposer que j'ai envie de prendre mon temps et de regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, à supposer, ce qui est complètement évident, l'existence de plaintes me contraint à agir. Parce que si je n'agis pas, les gens qui ont porté plainte vont aller au tribunal européen et moi, je passerai pour un incompétent de ne pas avoir instruit ces dossiers alors qu'il y avait des plaintes. Donc on sent qu'il y a un tournant à partir des plaintes qui raidit la position de la Commission. Bon, c'est l'État qui anime les discussions, elles existent. Je ne sais pas exactement comment elles se déroulent, hein, parce que, ne serait-ce que parce que j'étais pas là, et c'est quand même l'État qui est en interface avec la Commission. Au fond, on est toujours sur la ligne que ce qu'on a fait est juridiquement acceptable. Tout ça s'est fait en transparence. On dit aussi que nous, on croit que dans la durée, l'activité du fret ferroviaire va se redresser. Donc, même si c'est du temps long, c'est de l'investissement avisé de soutenir cette activité parce qu'un jour ou l'autre, elle finira par passer dans le vert. Donc, ce n'est pas déraisonnable au plan économique de la soutenir. On met en avant, bien sûr, tous les avantages externes de ces investissements pour dire, au fond, il y a un peu d'intérêt général là-dedans. C'est une entreprise publique. Ce n'est pas déraisonnable ce qu'elle fait. Voilà, ça peut être acceptable de soutenir cette activité. Tout ça dure un certain temps. Arrive la réforme de loi 2018, mais mise en place en 2020. Sur fond de ces discussions déjà engagées, je pense que l'État et le groupe SNCF espèrent avoir progressé dans la résolution du problème, peut-être pas jusqu'à son terme, mais progressé. En faisant de Fret une vraie société, ça c'était une demande ancienne de la Commission d'isoler quelque part, de rendre autonome au plan économique et commercial Fret SNCF, on le fait.
donc sous forme de société anonyme simplifiée, donc c'est fait. 2, il y a cette société, il faut la doter d'un capital, on le fixe à 70 millions d'euros, bon, on peut toujours discuter, mais en fait, il n'est pas anormal que cette société ait un capital, donc on la donne d'un capital. Et reste le sujet de la dette. Le raisonnement de l'État français et du groupe SNCF, il est clair. D'ailleurs, cette société ne peut pas supporter 5 milliards de dettes. Elle n'a pas la surface financière pour le porter. Cette dette existe. On ne nie pas l'existence de cette dette. Il faut la loger quelque part. Ben, on la loge dans la société de tête. Voilà, elle est là. On le dit à tout le monde. Hein, c'est quelque chose qui est connu, qui n'est pas caché, qui est transparent. Et ces éléments d'information sont donnés à la commission. Bon. On me dit que la commission, d'ailleurs, à l'époque, n'a ni approuvé ni réprouvé. Elle prend note, elle prend acte de tout ça, mais elle ne donne pas son avis sur le fond. Au fond, elle ne donne toujours pas son avis. Est-ce que tout ça permet de clore le sujet ou pas? Bon, il y a une non-réponse au fond de la commission, d'après ce que j'ai cru comprendre. On arrive, alors en plus, on se bat parce qu'on voit bien que le danger, et la suite nous a donné raison, on avait bien identifié le danger, c'est l'ouverture de la procédure. Il faut absolument éviter l'ouverture de la procédure, parce que dès lors qu'elle est ouverte, il y a un avant, un après, quoi. L'ouverture d'une procédure par la commission constitue un acte administratif fort, puissant, visible, public, dont il n'est pas facile de faire retour, hein. Bon, donc l'objectif, au fond, et de l'État français et du groupe SNCF auquel je m'associe, parce qu'entre-temps, j'ai dû arriver, c'est d'éviter l'ouverture. Voilà, l'ouverture de la procédure. Gagner du temps, continuer à discuter. Voilà. Donc, en espérant que petit à petit, les arguments prévalent. D'autant plus qu'avec, dans la foulée de la constitution de la SAS Fret SNCF, on arrive à lever les plaintes. Bon, voilà. Les discussions se font, on arrive à lever les plaintes, et donc on a une situation qui est propre, entre guillemets. Et la levée des plaintes, et c'est un argument qu'on a utilisé, peut être perçu comme même nos concurrents privés reconnaissent que les choses se sont rangées. Il n'y a plus d'intervention illégale de l'État, il n'y a plus de distorsion de marché. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on en a. Et d'ailleurs, je crois que certains de nos concurrents l'écrivent dans la levée des plaintes. Ils écrivent clairement que dorénavant, les choses se sont... alors, avant, ils disent toujours que ça ne va pas. Mais dorénavant, on a une situation qui peut être considérée comme satisfaisante au vu du droit de la concurrence. Donc, au fond, on a le sentiment que c'est derrière nous. On a une nouvelle phase qui s'ouvre. Le plan de relance donne l'occasion à l'État français d'aider Fret SNCF pour la première fois. C'est historique, hein, de coup. Donc, enfin, le secteur est aidé. Une partie de l'aide arrive à Fret SNCF, qui est capable de sortir un résultat positif, en tout cas sur le résultat opérationnel. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Et on a même un retournement du marché. On a une part modale qui augmente. Donc, j'allais dire, les signaux, pour nous, pour moi, sont considérés comme au vert clignotant, en tout cas. En tout cas, on n'a pas le sentiment qu'on est dans une situation... Elle est meilleure. On apprécie même une situation qui est meilleure par rapport à la situation en T. Bon, pour autant, hein, je suis honnête avec la Commission, on n'a jamais eu un feu vert explicite de la Commission européenne. Hein, bon, mais bon, on a le sentiment que les choses sont en meilleur état sur ce dossier-là. Et je dois dire que j'ai été surpris, honnêtement, hein, de ressentir un durcissement de la Commission via l'État français, le SGAE, etc., à partir de l'automne. Hein. Alors là, pour des raisons que je ne m'explique pas. Voilà, je n'ai pas l'explication pourquoi ce durcissement, mais il est réel. Le ton, pas le ton monte, mais les arguments se durcissent. On commence à avoir évoqué un scénario à l'Italia pour la première fois. On voit apparaître cet élément dans le paysage. Bon, je pense que le gouvernement multiplie ses efforts pour éviter l'ouverture, et l'ouverture advient. Voilà. Bon, donc là, on est dans la phase 3. On a l'ouverture depuis janvier. Ce qui change la donne, hein, parce que là, pour le coup, on est un peu dos au mur. Bon, et là, le ministre Clément Beaune vous a expliqué le choix qu'il a fait. Bon, je reviens pas sur le choix, mais je vais être honnête avec vous. Moi, je soutiens ce choix. Je veux dire que prendre le risque d'aller au tribunal et de perdre est un risque fatal. Donc, si la commission ouvre, c'est qu'elle pense qu'elle a des arguments juridiques solides. Alors, tant que c'est pas jugé, il y a toujours un petit doute, mais quand même, on les connaît. Hein, c'est pas des gens qui s'avancent de manière légère. Donc on pense qu'ils ont un fond juridique solide. Et bon, le ministre, c'est sa responsabilité de décider. On a aidé le ministre, et dans notre rôle de défense de la SNCF et des cheminots, à mettre en place ce qu'on a appelé des lignes rouges. Hein, voilà, donc ces lignes rouges vous ont été rappelées. Premièrement, et je commencerai à l'envers, moi la première ligne rouge que je décide moi, c'est pas le ministre, c'est moi qui la décide, c'est protéger les cheminots concernés et leur offrir un débouché dans le groupe quoi qu'il arrive.
voilà, quoi qu'il arrive. On a déjà commencé, hein, il y a des discussions. Le transfert principal étant du fret vers le TER, hein, c'est quand même ça qui va se passer. C'est pas le seul, mais ce sera le courant principal. Et il y a plusieurs régions, on a déjà commencé à regarder, notamment Occitanie avec Perpignan, etc. Bon, ça tombe bien, on a des besoins dans le TER. Donc voilà, on doit pouvoir arriver à trouver une place pas trop loin de chez soi à chaque cheminot du fret concerné. C'est plutôt des conducteurs, pas que, mais plutôt des conducteurs. Bon, ça, c'est un engagement, presque solennel, interne, que j'ai pu prendre devant les cheminots et les cheminotes et les organisations syndicales. Ensuite, on est sur les engagements plus... Il y a un deuxième engagement qui est important, c'est que ce qui ressortira de ce process soit viable dans la durée. Il ne s'agit pas de se créer un problème 2 ans après, sinon, voilà, il faut vraiment créer les... Et là, j'ai besoin de l'État pour faire en sorte que c'est la nouvelle société qui va donc être recentrée sur ce qu'on appelle le mutualisé, ou les triages, hein, pour faire simple, et des conditions économiques qui puissent lui donner de vraies perspectives à la fois de vivre et de se développer, parce qu'on joue le développement. Et là, ça passe par le double il faut marcher sur 2 pattes, hein, les aides à l'exploitation et l'infrastructure. On a besoin des deux, et de manière assez solide, massive et rapide pour enclencher la marche avant. Bien sûr, éviter absolument le report modal, parce que si on fait tout ça pour qu'il y ait davantage de marchandises sur le camion, c'est pas terrible. Voilà en gros les principes, j'allais dire, les lignes rouges qu'on a souhaité poser. Bon, après le ministre les a discutées. Après la suite, vous la connaissez. Moi, pour terminer, franchement, j'espère que vous comprenez ma sincérité quand je vous dis que en tant que président du groupe SNCF, je me serais passé de devoir conduire ce dossier au sein du groupe ou de demander au patron de Fret SNCF de le conduire avec l'appui du groupe. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle du tout. Bon, maintenant on a ça, c'est ma responsabilité de dirigeant de le faire en protégeant au maximum les cheminots et en protégeant le pôle fret de notre groupe, parce que moi je souhaite qu'il y ait un pôle fret dans notre groupe qui puisse se développer. Comme toujours, et c'est un peu ma philosophie de la vie, j'aime bien le mot faire du judo, c'est un coup dont on se serait passé. Si ce coup permet de poser les conditions durables, solides, réelles, concrètes, d'un vrai développement du fret ferroviaire dans notre pays, avec un vrai avenir pour le pôle public que représente le fret SNCF ou ce qu'il deviendra au sein du groupe SNCF, voilà, là on aura une sortie honorable, une vraie perspective. Et d'ailleurs pour moi, et vous le savez, même si ce n'est pas le thème de cette commission, mais ça me paraît évident, pour moi en fait cet ensemble fret est un sous-ensemble du plan important d'avenir pour les transports qu'il faut poser dans ce pays, parce que ça rejoint le voyageur. Tout se tient. Le réseau, il est unique, hein, quelque part. Il peut être plus ou moins dédié, mais il y a une grande partie du réseau ferroviaire qui est commun aux voyageurs et au fret. Donc pour arranger le fret, il faut arranger le réseau. Il faut mettre des capacités. Voilà, de tout ça, au fond, se tient. Donc si on arrive et j'ai besoin des parlementaires là-dessus, hein, j'ai besoin des parlementaires parce qu'au fond on n'est pas loin d'une loi. Tout ça, ça peut se terminer par une loi, loi de finances, loi de programmation. Voilà, moi au fond, si cet événement fâcheux peut, comme c'est en train de s'être fait, amener de l'intérêt des parlementaires à ce sujet, une action des parlementaires pour créer les conditions de développement du ferroviaire dans ce pays, notamment au fret, au moins on n'aura pas travaillé pour rien. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, comme on le fait pour toutes les personnes auditionnées, quelques questions d'abord à mon niveau, puis ensuite je passerai la parole à Monsieur le rapporteur. D'abord, 2 questions qui portent sur ce regard finalement de la Commission européenne sur les aides publiques et le raisonnement qui est tenu. Est-ce que le fait que la reprise de la dette par le groupe de tête, la dette de Fret SNCF, les 5,3 milliards, le fait que ce soit à peu près concomitant avec la reprise de la dette de la SNCF au sens large par l'État, est-ce que c'est cela qui pose problème? C'est une question qui a à un moment donné plané dans la discussion, mais puisque les deux choses se font en même temps. Et est-ce que c'est le raisonnement que tient la Commission européenne? On peut l'imaginer, mais je voudrais que ce soit un peu explicité, parce qu'en soi, au sein d'un groupe, qu'il y ait une solidarité du groupe d'une partie vers une autre, en soi, n'est pas constitutif d'une aide publique de façon organique. Hein, il faut pouvoir le regarder. La deuxième chose, c'est que l'autorité de régulation des transports, qui s'appelait peut-être encore l'ARAFER à l'époque, avait, au moment de la transformation du
du groupe public ferroviaire, donc du passage des EPIC aux sociétés anonymes, elle avait alerté sur le risque juridique que représentait la reprise de la dette de fret SNCF. Est-ce que vous vous souvenez de cet avis, puisqu'il a été formulé à un moment où vous étiez déjà, ou peut-être très légèrement avant, président du groupe public ferroviaire, et comment vous expliquez que cette alerte n'ait pas été suivie forcément d'une forme de prise de conscience? Questionnement aussi sur ce que vous évoquiez au début sur le niveau des aides publiques, à la fois en comparaison et aussi en évolution dans le temps. Le paysage que vous avez brossé, c'est finalement un paysage dans lequel il y avait peu d'aides publiques au fret ferroviaire, hormis un soutien et des plans de développement de fret SNCF, mais peu d'aides publiques de soutien à l'activité de fret en France, tout transporteur confondu, tout chargeur confondu, pendant très longtemps, y compris pendant l'essentiel de la période que nous avons à considérer. Et finalement, une aide publique qui s'est fortement accrue à partir du moment où les acteurs se sont mis d'accord pour formuler des demandes coordonnées, c'est-à-dire en 2020-2021 à travers 4F. Est-ce que vous confirmez ces affirmations? Parce que ça change un petit peu, là aussi, le paysage qu'on peut parfois entendre ici et là sur le soutien qui a pu être apporté au fret ou celui qui l'est depuis quelques années, puisqu'on serait finalement, si on vous suit, dans un paysage où il y avait peu de soutien public, sauf à SNCF pendant longtemps, et aujourd'hui, en fait, il y en a plus. Voilà. C'est à peu près ce que vous nous avez décrit. Et puis, dernier point, vous évoquiez à l'instant, et on a questionné Frédéric Delorme sur ce sujet aussi tout à l'heure, je crois que c'était monsieur le rapporteur qui l'avait fait, sur les questions sociales, et notamment sur la manière dont concrètement les transferts de personnel ou l'évolution des perspectives professionnelles du personnel pouvaient se faire pour ceux qui sont concernés, pour les 20% de trafic, et donc les 10% de personnel et les 30% de chiffre d'affaires à céder, c'est-à-dire sur les trains longs, complets, dédiés. Vous nous disiez à l'instant qu'une part significative des conducteurs allait être distribuée au sein du groupe public ferroviaire. Ce que l'on peut comprendre, puisque effectivement il y a une demande de train voyageurs qui est très forte. Comment évaluez-vous la capacité des opérateurs alternatifs qui seraient candidats à la reprise de ces liaisons, de ces 23 liaisons, de pouvoir disposer de conducteurs rapidement pour assurer ces liaisons, dès lors qu'une part significative d'entre eux serait repris par l'activité voyageur au sein de la SNCF? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, alors bon, de mon vécu, hein, moi j'arrive, je mets aux manches fin 19, début 20 quand même. Hein, la construction est déjà faite. Hein, bon. Et donc il y a un certain nombre d'éléments, je suis déjà dans l'application, dans les éléments de conception et de discussion amont, je ne les ai pas forcément vécus. Pour moi, j'ai l'impression que c'est indépendant. La reprise de dette de 35 milliards et les 5,3 sont indépendants. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu, lu, entendu un lien entre les deux. Donc, pour moi, la dette réseau, la reprise de 35 milliards, la dette réseau n'a jamais fait d'ailleurs vraiment problème. C'est le réseau. Là, on parle du réseau, c'est un bien commun. C'est un bien commun. C'est presque, au fond, c'est une régularisation. Ça fait un moment que la Commission trouvait bizarre la notion d'EPIC réseau, société commerciale, qui pouvait vivre de ces péages. Et d'ailleurs, elle demandait à ce que cette dette soit comptabilisée comme une dette publique. Oui, voilà. Donc je pense que ça fait un moment que la Commission trouvait le montage un peu baroque et qu'elle souhaitait. Bon, c'est pour ça qu'en ce sens, ce qui s'est passé sur le réseau lui va bien. Je veux dire, bon, voilà. Donc la reprise de 35 milliards est une décision de l'actionnaire État qui soulage d'autant SNCF Réseau, ce qui lui permet d'investir davantage dans la régénération. Bon, je n'ai pas entendu de critique en droit de la concurrence sur ce sujet-là, ne serait-ce parce que le réseau n'est pas dans l'univers de la concurrence. Le 5.3, la dette, alors on se rappelle le raisonnement de bon sens, parce que moi j'ai besoin de le dire en français compréhensible par moi, parce que au fond, ce que reproche la Commission, c'est la durée. C'est le 2007-2019, quoi, en gros. Ça aurait duré un an ou deux ou trois, de dire, bon, ok, vous soutenez c'est pas une filiale à l'époque, mais enfin une division en perte. Ok, mais un truc qui est structurellement en perte de 2007, qui était avant d'ailleurs, à 2019, ça fait long. En fait, vous avez faussé le marché parce que vous avez soutenu de manière artificielle une société qui, si elle n'avait pas été soutenue par vous, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Ou elle a augmenté ses prix parce que les coûts étaient... Pourquoi elle est en perte? Parce que ce qu'elle gagne est inférieur à ce que ça coûte. Hein, bon, donc pour essayer de rattraper les coûts, elle augmente ses prix et on voit ce que ça donne. Ou les clients suivent, ça va bien. Ou ils ne suivent pas, ils vont chez les concurrents. Mais en tout cas, ça se clarifie. Voilà. Ou alors elle arrête. Voilà, elle arrête.
Donc au fond, je pense que c'est le fait que dans la durée, cette situation n'ait jamais été... Alors en plus, il y a eu quelques épisodes au milieu, mais enfin voilà, je pense que le fait que ce problème se soit étalé dans la durée, je pense que c'est ça fondamentalement qui pose problème à la Commission. Voilà. Et le montant, c'est un calcul, hein, donc voilà. Et je le redis, enfin, c'est important. Je pense que l'État français, à l'occasion de la constitution de nouvelle SNCF, s'est retrouvé avec cette dette. A fait le choix de la loger dans sa tête, l'a communiqué à la Commission, pensant que peut-être ce montage allait suffire. Voilà. Je le redis, il n'y a pas eu de retour explicite de la Commission. Il faut dire que le Covid est arrivé assez vite, hein, donc il y a un peu aussi occulté peut-être tout l'ensemble de ces dossiers qui ont été suspendus. Voilà. Et quand c'est reparti, on a vu que la Commission, malheureusement, est tombée du mauvais côté, quoi. Bon. Je ne suis pas au courant de la affaire, donc, Monsieur le Président, je préfère pas inventer. Je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas vous répondre à la question 2. Oui, je pense que vous avez tout à fait compris mon... Alors, je dis ça parce que j'ai d'abord, pendant ma carrière longue, j'étais pas dans le fret, mais j'étais quand même à la SNCF, donc je voyais bien ce qui s'y passait. Et je voyais bien, moi j'étais au COMEX de la SNCF à partir de 2006, donc quand même j'ai côtoyé les instances de direction de la SNCF. À l'époque, il y avait RFF déjà, mais enfin il y avait la grande SNCF, donc je voyais bien les soucis que ces divisions et cette activité pouvaient poser aux dirigeants concernés. Au fond, mes collègues étaient en charge, j'étais en charge du transport public, donc mes collègues qui étaient en charge du fret, ils étaient un peu là-dessus. Ils voyaient bien que ces éléments, ces enablers, comme on dit en anglais, ces éléments indispensables, absolument nécessaires à l'activité, qui étaient un accès suffisant, capacitaire à des sillons de qualité d'un côté, et deuxièmement, un soutien au wagon isolé, parce que tout seul, ils ne s'en sortaient pas, ces éléments-là, ils étaient déjà là. Donc au fond, je pense que... oui, je pense que... Et troisièmement, le troisième élément qui était le surcoût du T2, etc., enfin, ces surcoûts un peu organiques de fret SNCF étaient aussi sur la table. Tout ça était sur la table. Et je pense que, oui, c'est bien ça, à mon avis, les causes profondes. Et c'est vrai que par rapport à ça, il n'y a pas eu de politique publique en face de ça. Sur ces trois éléments-là, stratégie capacitaire du réseau d'un côté, aide structurelle avant plan de relance, voilà, donc à ces périodes-là. Voilà, donc donc je pense que je confirme ce que vous dites, et c'est vrai, là encore, pour être précis, alors peut-être dans le choc du plan de relance, enfin le choc de la crise Covid et donc du plan de relance, oui, c'est vrai que là, pour la première fois, alors c'est vrai qu'au même moment, on a aussi, ce qui n'est pas indifférent, on a un secteur qui se fédère, hein. Il y a une association qui n'avait jamais existé entre tous les opérateurs de fret SNCF, 4F, où d'ailleurs la SNCF ne cherche pas à prendre le lead du tout, hein. Les parties prenantes de cette association, sans vouloir surtout pas, j'allais dire même surtout pas la diriger, hein. C'est pour l'intérêt du secteur en général que les gens se regroupent. Et au fond, c'est ce qu'ils formulent. Ils redisent ces vérités profondes. Il faut nous aider, sinon on ne s'en sort pas par une subvention d'exploitation au secteur. Et deuxièmement, il faut un programme volontariste sur les infrastructures. Donc et comme dans le plan de relance, on voit apparaître les deux dans le plan de relance. Il y a un volet, pour la première fois historique en France, 170 millions d'euros pour le secteur, qui font quand même du bien et qui expliquent les résultats corrects ou plus corrects de tout le secteur d'ailleurs. À partir de là, et puis dans les 4 milliards et quelques d'euros sur les infrastructures dans le plan de relance, on commence à avoir des éléments fléchés avec par exemple Miramas, hein, qui a été refait, le triage de Miramas qui a été refait en prenant une partie de ses fonds. Donc on commence à avoir des actes concrets qui montrent qu'on va enfin dans le bon sens. On aide le secteur en termes d'exploitation et on met de l'argent sur les infrastructures pour qu'il dispose des outils de travail, des équipements dont il a besoin. Voilà, donc ça c'est quand même effectivement un point d'inflexion important, ce qui fait que le coup de barre il est mis, mais maintenant il faut le tenir, il faut l'amplifier dans la durée, on sait ce qu'il faut faire, on a commencé à le faire, il faut poursuivre. Sur le social, bon, d'abord on se le redit, il n'y a rien de pire que ça pour un agent. Ils n'ont rien demandé, les agents. Hein. Les agents, ils subissent complètement la situation. En plus, peut-être que les deux patrons du fret l'ont fait passer, ils aiment leur métier. Ils aiment le fret, ils ne sont pas là par hasard. On dit souvent qu'il y a une famille un peu des fretteux. Hein, les gens du fret, ils sont un peu à part à la SNCF. Ils ont un métier particulier, ils sont très, très impliqués dans cette cause, hein, faire circuler les trains de marchandises. Ils savent très bien que c'est de l'économie, hein, il y a les entreprises derrière qui attendent les marchandises qui sont dans leur train, ils sont très, très impliqués là-dessus. Et puis, conducteur d'un train de marchandises, c'est pas tout à fait conducteur d'un train de voyageurs, c'est du long parcours. Hein, souvent de long parcours. C'est un peu comme, ils partent pour longtemps, ils ont
quasiment tout le temps des découchés, mais j'allais dire quelque part, ils aiment bien ça. Ils ont une responsabilité sur leur train. C'est des gens très responsables, hein, ils sont seuls sur la locomotive. Hein. Ils mettent leur locomotive sur des wagons dans un triage, ils partent pour plusieurs centaines de kilomètres, ils font le relais avec un autre conducteur, ils conduisent la nuit, beaucoup la nuit. Et on a affaire à une catégorie de conducteurs qui aiment bien ce métier-là, qui est un métier spécifique. Donc ils sont attachés à leur métier en plus, ils sont attachés à l'entreprise, ils sont attachés au secteur, ils sont attachés à leur métier. Bon, donc ils n'ont rien demandé, ils sont à Perpignan ou ils sont à Voipy, et tout à coup, pam, on leur dit « Ah, va falloir arrêter, on va devoir arrêter votre activité ». Quand même, choc, violent, et dans un délai assez rapide. Bon, le principe, c'est qu'ils aient quelque chose. Bon, après, je sais bien que dans les éléments, dans la lettre que j'ai reçue du ministre qui me dit voilà ce qu'il faut mettre en place, effectivement, pour éviter le report modal, il faut prévenir la situation dans laquelle où le nouvel entrant qui serait prêt à prendre le trafic n'a pas forcément la locomotive et le conducteur. Une locomotive, c'est matériel, c'est pas très compliqué à transférer. Conducteur, c'est pas pareil. Voilà. Donc il y a dans l'idée qu'on serait peut-être amené à prêter ou faire des prestations de traction pour le nouvel entrant, le temps qu'il ait le temps d'acheter une locomotive ou la louer ou recruter des conducteurs. C'est un élément effectivement qui fait partie du paysage, mais c'est sur la base du volontariat des conducteurs. On ne forcera pas les conducteurs. Le conducteur, il a un contrat de travail à SNCF. Voilà. Alors oui, il est convaincu, il a envie de faire ce métier, etc. Bon, pourquoi pas. Mais moi, je ne préjuge pas de la décision des conducteurs. Dans ce cas-là, si un conducteur faisait le choix de rester à la SNCF plutôt que de prester pour un nouveau concurrent, il est de mon devoir de trouver des solutions. Voilà, les solutions les plus évidentes, c'est les TER, c'est la charge de travail de conduite. Alors, ce n'est pas la même charge de travail, mais en fait, ça en est une. Hein. Ils restent dans leur métier de conducteur, ils restent dans le service public. On essaie de leur trouver quelque chose le plus à domicile possible, le plus proche possible de chez eux. Et même, je crois, je ne sais pas si Frédéric Delorme vous l'a dit ou Jérôme Le Borgne, on pourrait même avoir le principe que s'ils souhaitent vraiment un jour revenir au fret, parce qu'ils adorent ce métier, fret SNCF, dans ce cas-là, on peut dire, vous êtes sur liste d'attente. Dès qu'on a besoin à nouveau de conducteurs, on ne vous a pas oublié. Quoi. Si vraiment c'est votre envie de piloter des trains, des locomotives de fret, on ne vous a pas oublié, vous pouvez revenir. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans les questions qui vous seront formulées, on aura l'occasion de revenir sur la manière dont concrètement les choses se passeront pour les salariés de Fret SNCF. Est-ce qu'il s'agit d'un droit d'option comme on peut le voir ailleurs, de la manière dont ils devront se positionner ou seront amenés à se positionner sur le choix de leur activité à venir. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Merci de votre contribution. Vous dites réforme 2018, nous avions l'espoir d'avoir progressé vis-à-vis de Bruxelles. D'ailleurs, en répondant en lointain écho à l'accord de 2005, eh bien, à la constitution d'une SA, puisque dans l'accord de 2005, avec la Commission européenne, la SA est explicitement citée. N'avez-vous pas le sentiment que finalement il est bâti en 2018 un passage de l'EPIC SA sur un profond malentendu, diront certains, ou sur une absence de commentaires, diront d'autres, de part et d'autre, puisque vous dites bien effectivement que la Commission ne donne pas son avis sur... voilà. En gros, il semblerait que personne ne valide le bien fondé d'une transformation de l'EPIC en SA, qui objectivement revient dans la décision de 2023, tout du moins dans les commentaires de 2023 de la Commission européenne, comme portant naissance d'une société non viable, avec l'extraction de la dette. Donc là, il y a une ambiguïté majeure sur laquelle il y a quelques interrogations qui nous interpellent. Ça, c'est ma première observation et question en même temps. Deuxième aspect, vous
vous avez visiblement reçu de l'exécutif, entre 2019 et 2022, la commande politique, eh bien, de ne pas faire de la situation de SA Fret SNCF un dossier d'obligation. Monsieur Djebari nous a indiqué avoir plaidé sous l'autorité d'Édouard Philippe et de Jean Castex le fait que le plan de discontinuité, déjà évoqué par la Commission européenne, semble-t-il, n'était pas une voie politique que la France entendait suivre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette commande politique que vous n'avez pas eue de 2019 à 2022, donc sous l'autorité des deux premiers ministres que j'ai cités, mais aussi sous l'autorité des deux ministres des Transports afférents, à savoir Madame Borne et Monsieur Djebari. Merci. Oui, monsieur le rapporteur. Donc, sur le premier point, oui, enfin, vous le dites avec vos mots, mais est-ce que c'est mal entendu? En tout cas, je ne doute pas que la conviction de l'État français et avec les dirigeants de la SNCF de l'époque était que le mouvement vers la SAS, la reconnaissance de la dette, si j'ose dire, et sa localisation transparente, des comptes prévisionnels dans le vert qui s'est quand même avéré, étaient des éléments de nature à améliorer le dossier et en tout cas permettre la poursuite des discussions en essayant de trouver une voie de sortie à l'amiable, j'allais dire. Donc quant à la commission, n'ayant donné aucun avis, forcément, on ne pouvait pas savoir ce qu'elle pensait, quoi. Et je pense que d'ailleurs cet élément renvoie au deuxième, hein. Du coup, la parenthèse Covid étant passée, quand les discussions reprennent, effectivement, la position du ministre Djebari est validée par le Premier ministre, c'est quand la commission durcit le ton, on commence à durcir le ton, c'est de refuser toute perspective de discontinuité. Reprenant les arguments juridiques qui avaient été défendus jusqu'alors, hein, d'investissement avisé, d'intérêt général, de mise en perspective dans le cadre du Green Deal, et puis des éléments nouveaux, hein, d'évolution de type transition écologique, etc. Voilà, donc il y avait droit d'environnement, donc il y avait un certain nombre d'éléments juridico-politiques mis en avant pour justifier une position de refus, effectivement, d'envisager de partir sur une discontinuité. Et l'exécutif semblait confiant dans sa capacité à tenir cette ligne. Du moins, c'est ce qu'il nous disait quand on leur posait la question. Et bon, on sait que le changement de gouvernement, il intervient à l'été 22, hein, donc... Et à l'automne, mais voilà, je suis factuel, hein, on sent une durcissement de la position de la Commission, hein, qui de discussion, je sais pas comment les qualifier, ouverte ou de travail ou exploratoire, ou change d'attitude et on arrive à une quasi-conclusion, donc change de posture et exprime une quasi-conviction que, ayant poursuivi leurs travaux d'investigation, leur analyse juridique, etc., on a bien affaire à une aide illégale et donc commençant à mettre sur la table la perspective d'une ouverture de procédure. Voilà. Je ne sais pas quand c'est exactement, c'est à l'automne. Voilà. Après, moi, je ne sais pas exactement quelle est la réaction de l'exécutif à partir de ce changement de posture. Bon, le fait suivant, c'est cette ouverture de procédure qui change la donne. Voilà. Très bien, on a une question de Monsieur Thomas Porte, Monsieur le député de Seine-Saint-Denis. Vous avez la parole, puis ensuite on aura Madame Clapeau, Madame Arrigui, Monsieur Sansu, Madame Ferrer. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
J'ai effectivement plusieurs questions. D'abord, je salue vos propos où vous avez dit que finalement l'ouverture à la concurrence n'avait pas été le remède magique, puisqu'on a entendu un certain nombre d'intervenants qui nous ont dit que l'ouverture à la concurrence était quelque chose de formidable et on nous l'avait vendu comme le remède miracle qui allait régler le problème du fret. On voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est quand même une parole qui fait du bien à entendre et je tenais à le dire. Et vous avez aussi dans vos propos plaidé pour une politique publique ambitieuse sur le fret ferroviaire et une aide de l'État à destination de Fret SNCF. Et vous avez aussi exprimé le sentiment convaincu que le fret ferroviaire public demain allait prendre une part importante parce que c'était un outil indispensable de la transition écologique. Je crois qu'on le partage tous ici. Moi, j'ai plusieurs questions sur ce sujet-là. Nous nous interrogeons sur comment avoir un opérateur public qui soit demain en capacité de relever le défi de transporter plus de marchandises sur le rail pour diminuer la part modale sur la route, avec un opérateur public qui va être diminué, puisqu'il va perdre quand même 10% de ses effectifs, un certain nombre de conducteurs. Il est écrit dans le fameux plan de discontinuité qu'il sera impossible de candidater pendant 10 ans, notamment sur le transport combiné, qui est quand même l'activité la plus rentable aujourd'hui. Donc comment concilier ces deux problèmes ? L'autre sujet, c'est la SNCF possède en son sein plusieurs filiales aujourd'hui de fret. Donc s'il y a déjà quasiment une concurrence en interne sur le sujet du fret, pourquoi on n'a pas une seule entreprise de fret SNCF publique et pas plusieurs filiales de fret SNCF au sein de la même entreprise publique ? Ensuite, j'aimerais avoir votre avis sur... on parle beaucoup de la relance du fret, mais il n'y a pas aussi là, une dichotomie avec ce qui s'est passé ces dernières années, puisqu'il y a eu quand même la vente de Hermeva, il y a eu la vente de Hakiem, qui sont quand même des locomotives et des wagons, qui étaient utiles pour relancer le fret ferroviaire, et le groupe public s'est délesté d'un certain nombre d'outils qui étaient intéressants pour relancer le fret ferroviaire. Et enfin, dernière question, j'en aurai sûrement d'autres après, elle est sur la question du transfert des salariés et de l'avenir des 10% de cheminots qui aujourd'hui sont menacés. Qu'en est-il s'il n'y a pas 10% de personnes qui aujourd'hui, sur la base du volontariat, décident de partir de Fret SNCF? Comment ça va se passer pour eux? Même si j'ai entendu le fait qu'il y avait une possibilité de les transférer conducteur fret à TER, vous l'avez souligné vous-même, c'est pas le même métier, c'est pas la même zone géographique parfois, même s'il peut y avoir des facilités. Donc quel est véritablement le plan pour ces cheminots qui, vous l'avez dit, ont permis au pays de tenir debout pendant le Covid? Ça fait 15 ans qu'ils subissent restructuration sur restructuration, avec le sentiment d'être abandonnés parfois par le groupe public ferroviaire et d'être laissés de côté, avec des fermetures de triage, des suppressions de postes. Enfin, c'était le parent pauvre, le fret, depuis quelques années à la SNCF. Donc comment ça va se passer pour ces 10% de salariés qui aujourd'hui ont une épée au-dessus de la tête, qui le vivent très mal, qui sont dans un quotidien qui est très douloureux pour eux? Merci. Et juste une précision pour compléter ce que vous disiez, c'est que finalement, vous parliez des aides d'État à Fret SNCF, c'est justement l'objet des aides publiques de ce que regarde la Commission européenne. Ce qu'a dit Jean-Pierre Farandou, sauf si je l'ai mal compris, c'est que le niveau de ces aides d'État a fortement cru ces dernières années, et ça c'est des chiffres, et que la différence, c'est qu'elle s'adresse maintenant à l'activité fret. Voilà, c'est ça la grosse différence. Monsieur le Président. Oui, alors comment on fait pour on va parler du secteur d'abord. À chaque fois, je pense qu'il faut dissocier le secteur de l'entreprise. Alors les deux sont importants parce que moi je suis patron de l'entreprise, mais l'entreprise dans un secteur. Si le secteur va bien, elle ira mieux que si le secteur va mal, ça serait étonnant qu'elle aille bien, quoi. Donc c'est quand même lié. Le secteur, hein, c'est la transition écologique qui est l'enjeu. Oui, il faut un plan ambitieux, concret, pluriannuel, parce que ça ne va pas se déformer en un an ou deux, hein. Il faut une vraie volonté de s'installer dans la durée pour créer les conditions que des clients, des entreprises choisissent davantage le wagon, les trains pour transporter leurs marchandises. Parce qu'on ne va pas les forcer, hein. Mais il faut créer les conditions de qualité, de coût, de service, qui font que les entreprises vont basculer aujourd'hui la route, en gros, vers le train. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Quand on tire cette pelote, la production du service, il faut des sillons de qualité. Les sillons, c'est les horaires, c'est le temps de parcours. S'il n'y a pas des sillons ferroviaires de qualité, les trains vont arriver trop tard, ils ne seront pas aux bons horaires, ils vont mettre 3 jours à arriver, alors que le camion, il l'aura fait en une demi-journée. Enfin, voilà, ça, c'est là-bas. Et le sillon, c'est le réseau, les capacités du réseau. Voilà, le réseau, parfois, il est saturé, il est en mauvais état. Donc, la mère des batailles, pour le fret, comme pour le voyageur d'ailleurs, c'est le réseau. Donc, il faut mettre de l'argent dans le réseau. J'ai entendu le gouvernement dire 4 milliards d'ici 2032, je crois, avec 2 milliards d'ici 2027. Voilà, il faut le réseau.
lever tous les goulots d'étranglement, arranger les voies de service aussi, il ne faut pas oublier les voies de service, les triages qui sont en mauvais état. Ce qu'on a fait à Miramas, il faut le faire sur tous les 3 autres grands triages français. Voilà, donc ça c'est important. Et plus il y aura de la capacité, plus on pourra augmenter les trains entre les triages aussi. Enfin, tout se tient. Donc il faut vraiment renverser cette spirale en mettant de l'argent dans le réseau ferroviaire pour qu'on puisse produire en qualité plus de transport de fret. Ça profitera à tout le secteur, fret SNCF comme ses concurrents. Enfin, il faut le faire, c'est très important. Deuxièmement, il faut inciter peut-être les entreprises à y aller, quoi. Une fois que les conditions matérielles sont créées, il faut inciter. Il y a 2 manières d'inciter. C'est où on rend moins cher le transport de fret, par les aides du gouvernement vers le secteur. Bon, c'est la choix qui a été choisi. On sait que d'autres pays ont rajouté de la fiscalité sur le camion, de la taxe sur le... On a failli le faire avec l'écotaxe, on a été à ça de le faire. Il y avait les portiques. Hein. Il y avait les portiques. Ils y sont toujours. Bon, voilà. Donc, on sait très bien qu'à partir du moment où c'est raté, c'est compliqué d'y revenir. Mais quand même. L'Allemagne, je crois, est en train d'avoir des surpéages pour les poids lourds sur ses autoroutes. Bon, voilà. Donc, c'est pas... voilà. Après, c'est un choix politique. On le fait, on le fait pas. C'est mûr, c'est pas mûr. Voilà. Mais bon, on voit bien qu'il peut y aussi y avoir des interventions de l'État par la fiscalité positive ou moins pour corriger, finalement, et amplifier le report modal. Voilà. Ça, il faut le faire pour le secteur. Pour l'entreprise... D'ailleurs, je vais répondre avec la deuxième question. Je pense qu'il faut... moi, je pense l'entreprise fret SNCF, mais je pense tout le pôle ferroviaire du groupe SNCF. Et ça ne s'oppose pas. Et peut-être d'ailleurs que là aussi, il y aura des convergences entre tous ces éléments. Vous avez raison qu'au départ, l'histoire, elle est différente. Il y a fret SNCF, c'est l'héritière de l'activité fret de la SNCF, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Par contre, les Captrain, c'est une succession de petites filiales qui ont été rachetées souvent d'ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et puis il y avait l'ancien VFLI qui est devenu Captrain France, qui est dans le groupe SNCF depuis longtemps. Et tout ça a été regroupé sur Captrain. Au fond, sans l'avoir souhaité, hein, mais je vous dis, on s'adapte aux circonstances, on est en train de catégoriser au sein de l'ensemble en disant, l'ancien fret SNCF, il va se mettre sur ce qu'on appelle le mutualisé, en gros les triages, et les trains intertriages, et les dessertes qui vont avec. Donc c'est le wagon isolé, c'est les coupons, voilà, il va se mettre là-dessus. Et comme on est banni pendant 10 ans, de toute manière, on n'a pas le choix. Les Captrain, alors ils ont banni 3 ans quand même, mais sur les 23 flux seulement, pas sur les autres. Hein. Encore, il faut préciser. Les 23 flux, si c'est 3 ans, c'est 3 ans. Mais il y a les autres. Hein, il y a d'autres flux qui peuvent apparaître où Captrain peut se présenter. Voilà, donc je pense qu'on peut tout à fait enclencher une politique de développement sur l'ancien fret SNCF, et donc le wagon isolé, dès lors qu'on a les aides, on a les investissements, on aide les entreprises à amener des petites quantités et plus que du train entier. Et ça, on pense qu'il y a un potentiel important, vraiment important. Il y a des régions qui sont prêtes à nous aider là-dessus. Enfin, on sent que ça bouge en France là-dessus. Et puis deuxièmement, sur les flux train entier, voilà, pendant 10 ans, fret SNCF peut plus jouer. On a les Captrain qui peuvent quand même, à part les 23 flux pendant 3 ans, qui peuvent se battre sur ce secteur. Voilà, donc je pense qu'on peut tout à fait avoir cette vision d'expansion et de développement. Herméva et Akiem, là on revient dans le plan de relance. Le plan, enfin en amont du plan, la crise Covid, la vraie crise Covid, on l'a. Finalement, ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu parce que l'État nous a aidés, il faut être honnête. C'est une cata pour la SNCF. Ça n'était jamais arrivé. Moi, je l'ai vécu, là, pour le coup, j'y étais. Les TGV étaient à l'arrêt. Les TGV étaient à l'arrêt. On avait, puisque on ne se souvient plus, hein, les déplacements interrégionaux étaient interdits pour des raisons sanitaires. Donc, le gouvernement nous a dit, vous arrêtez les TGV. On en maintenait, je crois, un aller-retour par jour pour des raisons impérieuses, hein, au cas où les gens avaient absolument besoin de bouger, sur Bordeaux, etc. Voilà. La flotte TGV à l'arrêt. Imaginez les conséquences économiques. Hein, le TGV, c'est quand même le poumon économique de l'entreprise. Hein. Et bien, ce poumon, il était arrêté. Bon. Là, les euros, ils défilent. Hein. Enfin, ils ne rentrent pas dans les caisses. Hein. Je redis d'ailleurs, pour donner l'ordre de grandeur, en chiffre d'affaires, j'ai le chiffre en tête, sur la période du Covid 21-22, enfin, ou 20-21, début 22, 10 milliards d'euros en moins. 10 milliards d'euros en moins. Bon, ça fait beaucoup d'argent. Le gouvernement, il a fait son travail d'actionnaire. Quand vous avez une énorme... Nous, on est une espèce de... Oui, on est une filiale de l'État. Ouais, on est à 100% État. Quand vous avez une filiale qui est en grande difficulté, il faut l'aider. Il nous a aidés. Il a fait le choix de mettre le paquet sur l'infrastructure pour nous permettre de poursuivre cet effort de régénération qui était consubstantiel de la réforme de 2018.
Donc l'essentiel du plan de relance de 4,5 milliards de mémoire, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, pour poursuivre l'effort de régénération sur le réseau. Donc ils sont donnés en réseau, en augmentation de capital, donnés en réseau. Et il y a les trains de nuit, pour relancer les trains de nuit, donner un petit pouce aux points de nuit qui sont en train de renaître un peu en Europe. Et il y a le fret. Pour la première fois, c'est 110 millions d'euros de fret. C'est ça. Et un peu d'accessibilité. Enfin, tout ça, on peut le mettre dans le réseau. Voilà. Donc, ayant fait son travail d'actionnaire, en recapitalisant le réseau, il nous demande de faire le travail de manager en disant vous devez participer à l'effort pour éviter un endettement massif de l'entreprise. Ça, c'est dit en termes pudiques. Quand on traduit concrètement ce que ça veut dire céder les actifs. Pour réaliser de l'argent, hein, on vend des actifs, ça fait de l'argent qui rentre dans les caisses et qui remplume les finances de la SNCF, quoi. C'est ça que ça veut dire. Bon, on a regardé. Il nous est apparu qu'on avait 2 filiales qui n'étaient pas stratégiques, dont on pouvait se passer. Elles marchaient bien. C'était des filiales qui... Ça, c'est vraiment des choix que vous faites quand ça va mal. Hein. Ce n'est pas des choix que vous faites, là encore, quand ça va bien. Elles gagnaient bien leur vie. Parce que c'était la gestion d'actifs. Wagon d'un côté avec Hermeva, locomotive de l'autre avec Akiem. Et donc, elles valaient de l'argent. Sur le marché, elles valaient de l'argent. On les a vendues. On en a tiré 4 milliards de ces 2 sessions. Voilà. Et ces 4 milliards, là, pour le coup, qui sont rentrés dans les caisses, qui ont permis de désendetter à hauteur de 4 milliards la dette de la SNCF qui s'était creusée. C'est-à-dire, au lieu de se réduire, ce qui était prévu dans la réforme, elle s'était aggravée à cause du Covid. Voilà, on a amené 4 milliards pour réduire l'impact sur la dette. Voilà, c'est une décision de nature d'équilibre financier sur 2 éléments dont on pensait qu'ils n'étaient pas absolument stratégiques en termes de propriété pour le groupe, puisqu'on pouvait continuer à accéder aux services de location. Hein, vous transformez une propriété en location, vous louez les wagons, vous louez les locomotives. Sur les salariés, bon, je pense qu'il y a encore la place à clarification. Hein. Peut-être que tout n'est pas encore parfaitement ciselé. Et dans le dialogue social, d'ailleurs, je pense que c'est un des sujets qui va être traité, discuté. Donc c'est un peu des principes et des options que je vais vous donner. Hein. On n'en est pas encore à ajuster, ne serait-ce qu'il faut en discuter. Il faudra certainement en discuter. Moi, je pense qu'il y a 2 principes qu'il va falloir concilier. Le premier principe, c'est quand même la liberté des salariés. Je pense que c'est peut-être le principe numéro 1. Salarié, il faut qu'il puisse décider de son sort. Et je le redis, il est salarié de la SNCF, du groupe SNCF. Voilà. Il a un contrat de travail avec la SNCF, donc la SNCF ne le laissera pas tomber. Voilà. Ça, c'est ce que je redis d'abord. Après, l'autre principe, c'est qu'effectivement, ça serait bien que soient créées les conditions qu'il n'y ait pas de report modal. Pour pas qu'il y ait de report modal, il faut que ces trains transférés, ça dépend à quelle vitesse, à quelle rythme, etc. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'inconnus encore dans le sujet, qu'on ait des conducteurs de train en face. Parce que si on n'a pas des conducteurs de train en face, forcément, on va avoir un problème. Bon. En particulier pour le combiné. Le combiné, c'est ce qui ressort le plus vite à la route, hein, parce que par nature, déjà, c'est un transport mixte. Souvent, le transport combiné, il a une part routière. Donc, si vous n'avez plus le train, le camion qui a le conteneur derrière, il va continuer, quoi, hein. Voilà, donc le type de trafic le plus facile, quelque part, à repartir à la route, c'est le combiné. Donc, sur le combiné, oui, il faut souhaiter qu'on trouve des conducteurs. Voilà, alors, là encore, c'est un choix individuel, c'est un choix personnel. Des premières discussions engagées, j'ai cru comprendre qu'il y avait des conducteurs. Alors, ils resteront SNCF, attention, hein. Ils resteront SNCF, hein. Mais dans le cas d'une prestation globale, traction, à la fois le conducteur et la machine, qu'on pourrait vendre à un nouvel entrant, on peut penser que certains conducteurs pourraient l'accepter pendant 6 mois, 12 mois, c'est pas très long. Voilà. Donc, cette situation-là doit être clarifiée encore dans ses mécanismes et encore plus dans ses volumes. Ça, je pense que... Et dans son planning. Voilà. Il y a encore pas mal d'inconnus autour du point que vous soulevez, et une partie de ces questions donneront lieu à un dialogue social intense dans l'entreprise entre la direction de fret, les organisations syndicales et les agents eux-mêmes. Donc on a une question de Madame Mireille Clapeau, Madame la députée du Rhône. La Drôme, excuse-moi Mireille. Je pensais tellement au fleuve Vallée du Rhône et aux circulations sur les 2 rives que je suis remonté un peu au nord de Valence. Donc, merci, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, Monsieur le Président directeur général, merci de votre intervention. Je peux vous dire que nous sommes nombreux déjà ici, mais au-delà, à partager votre ambition de relancer le fret ferroviaire. Donc, comme ça a été dit en 2 fois, je suis députée de la Drôme. J'ai 3 points. Plusieurs intervenants ont souligné, c'est un point que je partage, que c'est vraiment par la qualité de service, certes le prix, certes la maîtrise des risques, mais surtout la qualité de service qui va déterminer les chargeurs à choisir un mode de transport plutôt qu'un autre. Donc vous l'avez dit aussi. Et je repose une question pour avoir votre point de vue, c'est comment est-ce que
Fret SNCF peut investir, mais pas que dans des infrastructures, pas que dans du matériel, aussi dans du numérique, dans des ressources humaines commerciales, d'exploitation, de la gestion de la relation client. Un deuxième point, vous avez dit que les travaux sur les lignes sont faits la nuit. Je voulais juste, et désolé pour les collègues qui ont déjà entendu, vous dire que donc en Vallée du Rhône, puisque j'habite en Vallée du Rhône, j'entends les trains passer en rive gauche, qui sont censés être que pour les voyageurs, et en rive droite, qui sont censés être dédiés aux frais. Si les travaux se faisaient comme ils doivent se faire sur la voie dédiée aux fret, il y aurait moins de trains de fret qui passent la nuit au cœur de la ville, y compris avec des matières dangereuses. Donc ça fait partie des mystères. Et puis j'ai un troisième point, alors je vais mettre beaucoup de guillemets. Il fut un temps, mais il y a très très longtemps bien sûr, où une rumeur circulait à la SNCF et anonymement en dehors. Il se disait que les transports de voyageurs étaient profitables, mais qu'à la direction du fret, c'était une grande opacité, voire une grande gabegie, et que donc il valait mieux sauvegarder les profits issus de la branche voyageurs et les réinvestir chez les voyageurs ou dans des filiales, mais surtout pas réinvestir ces profits dans fret. Je ferme les guillemets. Bien sûr, j'ai aussi trouvé une anecdote assez drôle, là aussi sans doute de la légende urbaine. Un ancien directeur de fret SNCF dit « Un jour, j'ai attribué dans les tableaux horaires un numéro de train de passagers à une circulation quotidienne de fret. Le train est arrivé parfaitement à l'heure pendant une semaine, le temps que les aiguilleurs découvrent qu'il ne transportait pas de voyageurs. » Alors, tout ça, c'est de la légende que je vais qualifier de créosauté, et pas les relayer. Néanmoins, pour revenir à notre sujet, je voulais savoir si ces événements, qui sont difficiles, comme vous l'avez dit, ne vont pas paradoxalement entraîner une certaine maîtrise des coûts, une certaine transparence, puisque Fret SNCF sera particulièrement observé dans la période qui s'ouvre. Merci. Merci beaucoup, oui, Madame la députée. Donc, oui, qualité de service, c'est ça. Vous l'avez bien rappelé. Hein, il faudra convaincre les chargeurs de choisir le train. Donc, c'est qualité de service d'abord, fiabilité, bien sûr, des horaires, pertinence des horaires, acheminement, information de l'état de leur trafic, où sont les marchandises, à quelle heure elles arrivent. Un peu les coûts quand même, parce que tout le monde regarde les coûts en ce moment, donc il faut être compétitif en matière de coûts. Voilà, donc et puis la relation commerciale, bien sûr, c'est très important d'avoir une bonne relation de prospection et de fidélisation de la clientèle. On a des exemples. Arcelor, par exemple, je peux vous dire, la relation est très bonne avec Arcelor, et Arcelor fait le choix du ferroviaire et de Fret SNCF en particulier. Donc on a des exemples positifs, bien sûr, à proposer. Il y a un autre argument, hein, je le redis quand même, je suis convaincu qu'il va peser de plus en plus, c'est le scope 3, hein, on se le redit. Toutes les entreprises vont devoir gérer leurs impacts sur l'environnement. 1 et 2, elles le font parce qu'elles ont les leviers. Scope 3, c'est plus compliqué par définition, mais elles sont amenées quand même à être responsabilisées sur le scope 3. Et pour verdir le scope 3, faire moins de camions et plus de trains, ça marche, quoi. Donc on est aussi poussé, hein, par ces j'allais dire quasi-réglementations, enfin ces obligations qui sont en train d'arriver. Et je pense que c'est une des explications du fait qu'on ait remonté notre part de marché. C'est à la fois que notre qualité de service a dû s'améliorer, nos coûts sont plus ajustés, mais aussi on a ce besoin des entreprises de verdir tous leurs approvisionnements. Donc là, c'est une opportunité pour le ferroviaire en général et Fret SNCF en particulier. Les investissements, vous avez raison, peut-être pour être très précis, l'infrastructure, ça c'est Réseau qui doit investir sur l'infra. Hein, c'est pas un opérateur fret, quel qu'il soit, qui investit sur l'infra en tant que tel. C'est pour ça qu'il faut aussi que Réseau reçoive de l'argent de quelque part, de l'État, des régions, pour faire les investissements nécessaires pour le réseau. Par contre, les autres postes, vous avez raison, matériel roulant, beaucoup les locomotives. On sait que Fret SNCF va avoir besoin d'acheter des locomotives modernes dans l'avenir. Donc ça, c'est important. Donc aussi, il faut qu'il dégage assez d'argent par son EBITDA pour avoir des capacités d'autofinancement de ces investissements, notamment en locomotive, puisque les wagons en gros maintenant sont loués. Le numérique, bien sûr, tout est numérique, hein, tout est digital. Il y a déjà des choses qui sont faites, hein, mais il faudra les poursuivre. Et la relation commerciale, vous avez raison, j'en parle souvent avec, j'en parle avec Frédéric Delorme et Jérôme Le Borgne. Il faut que Fret SNCF se réhabitue à aller chercher les clients. Ils avaient peut-être, au cours de ces décennies, un peu d'érosion de leur activité,
un peu baisser la tête, j'allais dire, il faut la relever. Il faut absolument avoir une attitude de prospection sur les entreprises et d'aller chercher des clients nouveaux. Très important, et on peut le faire. D'autant plus, je rappelle le business model de ce que j'appelle le transport mutualisé, c'est une économie de coût fixe. Vous avez les triages qui tournent, qu'il y ait des wagons ou qu'il n'y en ait pas, vous avez des trains intertriages, plus ils vont être remplis, plus c'est efficace, avec un point mort quelque part. Donc il est très important d'aller chercher des marchandises pour saturer les capacités d'emport des trains. Voilà, donc là, pour le coup, l'action commerciale, elle est décisive pour passer d'une situation compliquée à une situation dans le vert. Voilà, c'est très important d'avoir cette volonté commerciale. Il y a aussi un enjeu d'équilibre économique. Bon, sur les travaux qui se déroulent surtout la nuit, rive gauche, rive droite, il y a un peu de voyageurs qui reviennent vers rive droite, je crois aussi d'ailleurs, je crois savoir un petit peu, voilà, pas beaucoup, mais un peu. Voilà, donc il faudra trouver des équilibres. C'est clair, là encore, l'idéal, ça serait qu'il y ait un peu plus de place, peut-être soit pour les travaux de jour, qui laisseraient toute la place la nuit, soit pour les trains de fret un peu de jour, etc. Ça veut dire qu'il y aura, en termes de stratégie capacitaire du réseau, il y aura des équilibres à trouver, peut-être un peu nouveaux, un peu plus favorables au fret, et donc quelque part un peu moins favorables aux voyageurs. Là encore, il faut assumer les décisions qui devront être prises. Tout ça avec discussion, concertation, etc., bien évidemment. Mais c'est une des conditions, si on veut que le fret se développe, c'est un accès capacitaire plus facile, plus fluide au réseau. Bon, les rumeurs sont les rumeurs, je ne les commande pas. Sur la maîtrise des coûts, je vais vous dire, c'est déjà fait quand même. N'imaginez pas que mes collègues de Fret SNCF ne gèrent pas bien leur boutique. Ils gèrent très bien leur boutique, et ce n'est pas nouveau. S'ils sont dans le vert depuis 2 ans, c'est que la boutique était très bien gérée, à la fois côté recettes comme côté coûts, avec ce qu'on appelle pudiquement des plans de performance, c'est-à-dire des plans d'ajustement des coûts importants qui sont en place et qui ont été, je le redis d'ailleurs, acceptés par les personnels qui ont joué le jeu depuis des années. Bon, il est certain que la situation nouvelle ne pourra conduire qu'à amplifier ces efforts. Mais ils existent déjà. Soyez sûr que Fret SNCF fait des efforts de gestion serrés pour créer les conditions de l'équilibre d'abord et du développement par la suite. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Christine Arrigui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Alors, Monsieur le Président, vous faites remonter le déclin du fret aux années 70-80 sans qu'il y ait une date précise qui soit marquée. En réalité, c'est le déclin de la SNCF, hormis évidemment les choix qui ont été faits par rapport au tout TGV qui a complètement phagocyté toutes les autres capacités de la SNCF dans le cadre du budget qui lui a été alloué, de développer et de maintenir un réseau extrêmement riche et extrêmement dense, que ce soit des lignes train de nuit, que ce soit le fret, que ce soit la desserte fine et tout autre dispositif en termes de régénération et de modernisation. Bon, il se trouve que la prise de conscience actuelle par rapport au réchauffement climatique permet de mettre l'accent sur le fait que le ferroviaire, c'est le moyen le plus décarboné pour transporter des voyageurs et des marchandises. Et donc, que peut-être nous sommes à l'aube d'une grande embellie pour le ferroviaire. Je dis bien peut-être parce qu'en tant que commissaire des finances et en tant que rapporteur spécial rapporteur du rapport spécial transport de la commission des finances, nous voyons et nous auditionnons pas mal d'acteurs du transport et des mobilités. Nous voyons et nous entendons beaucoup de chiffres annoncés et vous-même en donner. Mais pour l'instant, sans véritablement de traduction dans les éléments comptables de l'État, ni même des collectivités locales, puisque les CPER sont en cours de discussion. Et pour l'instant, à ma connaissance, à part 2, les autres ne sont pas encore conclus. Donc, de votre point de vue, d'abord, me dire ce dont vous êtes sûr financièrement au niveau du fret. Si vous pouviez aller au-delà de la question du fret, ça serait intéressant. Mais en tout cas, au niveau du fret, ce dont vous êtes sûr financièrement. Ensuite, nous dire si, dans ce dispositif maintenant concurrentiel, est-ce que vous pensez que le fret pourra
devenir entre guillemets concurrentiel par son attractivité au regard uniquement de l'attractivité, enfin de la contrainte du score 3, ou vous pensez que nécessairement il faudra s'orienter ou se réorienter plus exactement sur quelque chose qui s'appelait l'écotaxe, que l'on pourra appeler autrement, qui fait partie d'un des grands renoncements auxquels nous avons été confrontés et qui nous conduit également à la situation d'aujourd'hui. Et puis enfin sur les besoins d'aide dont vous parlez en termes d'infrastructures, on ne pourra revenir avec un fret concurrentiel, à tout le moins sur la question de décarbonation des transports, que pour autant nous ayons un réseau régénéré. Donc si nous n'avons pas un réseau régénéré, vous avez parlé beaucoup des sillons, et bien évidemment, que ce soit pour le fret ou pour les voyageurs, à quelle aune de temps et selon quel financement vous estimez que ce réseau sera régénéré ou serait régénéré pour que le fret retrouve ses lettres de noblesse et à tout le moins permette qu'il n'y ait pas un report de charge sur le camion. Merci Madame la députée. La question 1 et la question 3 s'articulent, hein, donc je vais les articuler. De quoi sommes-nous sûrs? On est sûr des 200 millions d'euros par an d'aide au secteur. Ça, je crois que ça a été annoncé ferme. Donc là-dessus, moi, je considère que c'est sûr. Bon, oui, pas voter, mais ça, je compte sur vous, là. Les 170 millions par an de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, eux, ils ont déjà été dépensés. Ils y sont dans le budget 2022 et dans le budget 2023. 200, c'est une augmentation, je précise, pérennisée, effectivement, jusqu'en 2030. Oui, voilà, alors modulo, effectivement. Dans ce cas-là, on est sûr de rien, puisque le budget n'étant pas voté, la réponse à votre question, je ne suis sûr de rien. Voilà, bon, voilà. Bon, mais j'ai beaucoup d'espoir. Bon. On peut redire, il y a quand même quelques chiffres qui ont été articulés, donc je pense qu'on est légitime à les citer, en ayant quand même l'espoir qu'on aille au bout. Ces fameux 200 millions, qui se estimés à 70 relevés à 200, qui a été articulé. D'ailleurs, le ministre les a présentés devant les syndicats. Quand il les a reçus pour présenter le plan de discontinuité, il a bien compris qu'il fallait donner une perspective. Et donc, en tout cas, il a annoncé ce chiffre devant les organisations syndicales, qui est une forme quand même d'engagement personnel qu'il a pu prendre sur le sujet, jusqu'en 2030. Et à ce stade, à partir de 2025, d'ailleurs, on discute si ça pouvait démarrer en 2024, ça serait pas plus mal. Mais on a une petite discussion sur le voilà, ou que ça puisse monter, voilà, qu'il y ait au moins une première marche qui puisse être accomplie en 2024. Il a aussi articulé, parce que la question des infrastructures, bien sûr, est sur la table, 4 milliards d'euros d'ici 2032, je crois, avec 2 milliards à financer sur 2027. Et dans ces 2 milliards, il a annoncé que 900 millions, d'ores et déjà, étaient financés, ou en tout cas, l'État s'engageait sur 900 millions déjà. Le reste étant à trouver ou auprès de l'État, ou auprès des collectivités, etc. Donc il y a quand même quelques chiffres qui sont énoncés, qui demandent à être validés, vous avez raison, hein, dans les CPER, dans le budget de l'État, etc. Et on a quelques chiffres qui sont articulés, qui sont présentés, qui sont répétés plusieurs fois. Donc voilà, je suis confiant dès lors que ces chiffres vont connaître une réalité budgétaire. Alors au-delà, vous avez raison, au-delà, il faut aller plus loin. Ça, on voit bien que c'est la grosse difficulté dans les politiques publiques, c'est d'arriver à avoir du long terme. C'est très très important de trouver des dispositifs qui assurent sur le long terme les investissements nécessaires, parce que le ferroviaire c'est ça, c'est du temps très long. Et au fond, les investissements qu'on fait aujourd'hui ou dans les 10 ans qui viennent, ils auront des effets dans les 10 ans qui suivent. C'est ça la réalité. À l'inverse, d'ailleurs, si on ne les fait pas, ça ne se voit pas trop dans les années qui viennent, mais ça va se voir beaucoup dans les 10 ans, voilà, dans les 10-15 ans qui suivent. C'est ça qui est particulier dans ces politiques publiques. C'est qu'elles amènent les élus ou les exécutifs ou le Parlement à prendre des décisions dont les effets... La dépense est immédiate, c'est pour ça que c'est un peu ingrat en politique publique. La dépense est immédiate, mais les effets absolument nécessaires se feront sentir plus tard. Et à l'inverse, ne pas dépenser cet argent peut être une tentation, mais dans ce cas-là, inexorablement, on installe une situation qui sera très difficile
dans les 10-15 ans qui viennent. Voilà, c'est tout l'enjeu qu'il y a autour de ces questions. Et là, pour le moment, là, en termes de certitude, je n'en ai pas de certitude. Je sais à peu près ce qu'il faudrait, et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Le COI s'est exprimé avant moi, et on a ici son président. L'ART a fait un excellent rapport qui pose, elle aussi, la thématique de l'infrastructure, je crois, de manière très, très lucide. Donc, on voit, tout converge, hein, je pense, le COI, l'ART, les propositions que la SNCF a pu faire elle-même, Région de France, enfin, on voit bien qu'il y a pas mal je sais pas, d'entités publiques dans ce pays et la Première ministre elle-même, dans le plan d'avenir des transports, hein, je pense que tout est dit, je veux dire, hein, tout est dit. Maintenant, effectivement, on est devant cet enjeu de financement court, moyen, long terme qui fera que ça se fait ou pas, quoi, hein, finalement. Voilà, donc on a ce sujet devant nous. Sur l'attractivité, écoutez, moi je suis, vous l'avez bien compris, un ardent défenseur du fret ferroviaire, hein, si possible dans le cadre du groupe SNCF, hein, ça serait encore mieux. Mais bon, moi j'accepte qu'il y ait d'autres opérateurs, c'est pas non plus un problème. Oui, ça commence par l'attractivité quand même. L'élément le plus important, c'est la réponse que j'ai faite à Madame la députée de la Drôme, c'est la qualité de service. Il faut être capable d'offrir des services de qualité. On ne va pas forcer les entreprises à passer par des services qui ne seraient pas de qualité. Ça, c'est quand même, c'est pas possible. Bon, donc oui, la première étage de la fusée, c'est des services de qualité avec tout ce que ça veut dire. Hein. Les infrastructures, les chantiers, les engins modernes, du personnel pour livrer, etc. Donc ça, c'est clair. 2, après, ben oui, tout ce qui va inciter à accélérer, le report modal me va bien, moi. Hein. Donc, pour être honnête avec vous et dans cette commission, je suis bien sûr intellectuellement favorable à la reprise des idées de type écotaxe. Moi, hein, moi aussi, j'étais très déçu de voir que, alors que c'était une loi, enfin, quand même, on se rappelle au plan démocratique, hein, c'est une loi votée à l'Assemblée, quasi à l'unanimité, je crois à l'unanimité au Sénat. Voilà, qui n'a pas pu être traduite en effet. On se prive de deux choses. Hein. On se prive d'abord de rééquilibrage du report modal, puisqu'on fait payer à la route une taxe, et donc ça rééquilibre par rapport au train. Et 2, on se prive d'une recette. Je rappelle que l'écotaxe, les estimations, c'était 1 milliard par an. 1 milliard par an. Si on mettait 1 milliard par an dans le réseau ferroviaire français de plus, c'est à peu près, d'ailleurs, on n'est pas loin de ce qu'il faudrait mettre en plus pour atteindre le niveau souhaitable en matière de régénération. Donc on se prive de deux choses, on se prive de rééquilibrer entre la route et les rails, et on se prive d'une recette quand même qui compte en milliards d'euros par an, récurrente. Voilà, donc forcément, tout dispositif allant dans ce sens permettrait effectivement au fret ferroviaire de se développer plus vite et plus fort. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Nicolas Sansu, puis Sylvie Ferrer, monsieur le rapporteur, vous vouliez intervenir. Vous êtes bien rapide. Vous avez dit, monsieur le directeur, puisque nous nous penchons tout de même sur l'historique de la libéralisation, et que nous avons entendu hier, je crois, le ministre Djebari porter une appréciation. Est-ce que l'appréciation qu'il portait se retrouve un peu dans ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, nonobstant le fait, et je tiens cela pour acquis, que l'ouverture à la concurrence n'a pas été une réussite, mais vous avez dit, elle peut stimuler le marché si le marché est stimulé. Il y a un problème de marché. Selon vous, que le ministre Djebari qualifiait d'immature. Est-ce que vous pourriez développer votre pensée sur ce point et je précède votre conclusion peut-être, mais est-ce que vous considérez peut-être qu'aujourd'hui, compte tenu d'une normalisation des aides publiques qui s'annoncent, le temps est venu de la vraie libéralisation? Alors, bon, d'abord, je vais le dire clairement. Enfin, le rôle d'un patron d'une entreprise publique, c'est pas de faire la loi. Hein. Donc, la loi, elle est européenne, elle est française, elle est comme elle est. Bon, elle résulte du débat démocratique. Moi, je suis très républicain dans tous les sens du terme. Donc, voilà, mon rôle est d'appliquer la loi. Alors, en appliquant la loi, c'est de l'appliquer avec beaucoup de responsabilité et bien sûr en protégeant au maximum mon entreprise ou en voyant les opportunités de la loi pour développer mon entreprise. C'est quand même, voilà, c'est normal. Bon.
Donc moi, je ne rentre pas dans le débat sur la concurrence. On a débattu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, donc je ne reprends pas le débat. À partir du moment où effectivement on transforme le monopole en marché, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, quand on ouvre à la concurrence, c'est ce que ça veut dire, effectivement, il faut s'interroger, ceux qui prennent cette décision doivent s'interroger sur ce marché-là. Quel est ce marché qu'ils sont en train de créer? Est-ce que ce marché va être un marché dynamique, hein, un marché, c'est quoi? Un marché, c'est la rencontre de services et de clients, ou de produits et de clients. Et avec des entreprises qui pensent qu'elles ont quelque chose à proposer à des clients, qu'elles vont pouvoir proposer leurs services. Et au fond, comme toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, au fond, qu'elle va pouvoir gagner sa vie quand même, cette entreprise, avec les services qu'elle va présenter, les coûts que ça va générer, va trouver sur le marché des clients qui vont être prêts à payer le prix, qui lui permettra de se développer, etc. etc. C'est quand même ça l'idée du marché. En ce sens, on voit bien que les promoteurs du marché parlent, comme j'ai pu l'évoquer d'ailleurs, de stimulation. C'est-à-dire qu'une entreprise fait quelque chose. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas dans le fret. Et il est honnête, donc, parce qu'il s'est passé comme ça. Et moi, j'aime bien être honnête intellectuellement. Quand la concurrence est arrivée entre Paris et Lyon, puisque les Italiens sont arrivés, puisqu'ils pouvaient le faire, il n'est pas faux que SNCF Voyageurs a amélioré son service en première classe entre Paris et Lyon. Vous voyez, il n'est pas faux. Il y a eu une amélioration du service. Bon. Voilà, ça, c'est la stimulation. C'est-à-dire que quand vous avez un acteur qui arrive avec une idée ou un service, l'autre, il a peut-être envie aussi de se mettre à niveau. Voilà, ça, et je considère que c'est un côté positif. Ça, c'est la stimulation pour l'amélioration du service. Pour moi, elle ne me choque pas et je pense qu'elle n'est pas mauvaise pour le client ou pour l'usager. Par contre, une fois, c'est pas suffisant. Voilà, c'est ça, c'est ce qui s'est passé dans le fret. C'est-à-dire, comme on n'a fait que ça et qu'on n'a pas, vous voyez, tout le débat qu'on a pu avoir autour des politiques publiques qui auraient dû accompagner cette ouverture à la concurrence et qui n'ont pas eu lieu, finalement, les acteurs ont commencé à se concurrencer entre eux. Le seul élément de concurrence, d'abord, les nouveaux entrants, ils se sont focalisés dans le fret sur ce qui était le plus facilement accessible et peut-être le plus rentable dans les trains complets, hein, les trains entiers, c'est moins compliqué, notamment le combiné, etc. C'est une partie. Du coup, laissant d'ailleurs à SNCF l'autre partie, le wagon isolé, hein, qui n'est pas le plus simple. Donc il y a une forme de déséquilibre du marché qui est apparu, puisqu'il y avait concentration des nouveaux acteurs sur seulement un segment et pas sur l'ensemble. Bon, déjà, il y a un petit dérèglement du marché. Deuxièmement, guerre des prix, guerre des marges. Hein, c'est-à-dire que là, forcément, pour capter du marché, les entreprises commencent à rentrer dans une lutte sur les prix et sur les marges. Bon, là encore, les marges se réduisent. Ils ont une certaine fragilité des entreprises. Du coup, elles ne peuvent plus investir suffisamment. Donc l'investissement devient compliqué. Vous voyez, et là, le marché commence à être déréglé. Parce qu'au fond, on n'a pas adressé l'amont. L'amont, c'est est-ce que ce marché peut se développer? Voilà, parce que regardez le marché du portable, ça a marché parce qu'il y a eu le portable. C'est-à-dire les télécoms, on peut considérer que l'ouverture à la concurrence a pu fonctionner parce qu'au même moment, il y a ce marché énorme qui apparaît, qui est le portable, le téléphone immobile. Voilà, donc du coup, il y a un champ, à la fois pour les nouveaux entrants comme pour l'opérateur historique, d'ailleurs, qui est allé. Voilà, il y a un champ de développement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important que l'ouverture à la concurrence se combine avec les conditions de développement du marché. Et là, peut-être que le développement d'un côté et stimulation de l'autre, on a les ingrédients d'une réussite dans une logique de marché. Voilà, où tout le monde trouve sa place, quoi. Tout le monde trouve sa place dans cette construction. Voilà, alors après, et c'est vrai, au fond, votre proposition de conclusion est intéressante parce que c'est une espèce de paradoxe, mais il faut parfois les apprécier. C'est que parfois, effectivement, la puissance publique, plutôt, c'est pas la main du marché, hein, c'est la puissance publique, doit intervenir pour faire en sorte qu'un marché soit efficace. C'est une espèce de contradiction, mais au fond, peut-être c'est une des leçons qu'il faut tirer et qu'il faut retenir si on veut effectivement, tout en restant dans une logique de marché, créer les conditions de ce qu'on souhaite, je pense à peu près tous autour de cette table, c'est du développement du ferroviaire dans notre pays avec une place légitime et forte pour Fret SNCF et le pôle public ferroviaire. Ça s'appelle presque l'ordolibéralisme, ce que vous venez d'évoquer. Monsieur Nicolas Sansu, monsieur le député du Cher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la SNCF, je veux d'abord vous remercier pour vos propos sur la défense du groupe public et du service public ferroviaire. Et votre volonté, vous avez expliqué quand même que vous ne compreniez pas cette mise en demeure de la Commission européenne qui semble un peu surprenante au jour d'aujourd'hui, après ce qui s'est passé, le redressement, même si c'est fragile, du fret et le redressement est financier et en termes de marché. Moi, j'ai quelques questions
D'abord, vous avez, si je ne m'abuse, je crois que vous avez une lettre de mission quand vous êtes nommé président directeur général de la SNCF avant votre prise de fonction. Quelles étaient les grandes lignes de cette lettre de mission concernant le fret? C'est quelque chose de très simple. Ensuite, vous nous avez dit, j'étais au COMEX de la SNCF depuis 2006-2007, les plaintes étaient connues, on savait que la Commission européenne fouillait un peu, donc vous connaissiez le dossier quand vous arrivez aux commandes fin 2019, vous savez qu'il y a ce sujet, même s'il n'est pas peut-être en haut de la pile, mais c'est quand même un sujet majeur. Quand est-ce que vous interpellez le Premier ministre d'alors et le ministre des Transports de l'époque sur ce sujet, et quelle est leur réponse? Et puis, avez-vous des écrits sur cette interpellation au Premier ministre de l'époque? Quel cas, évidemment, la commission d'enquête serait très heureuse d'avoir ces écrits. Ensuite, avez-vous participé depuis l'automne 2022 et les injonctions de la Commission européenne qui commencent à se faire, même avant la lettre de janvier, avez-vous participé avec le ministre Beaune à des réunions, des rencontres avec la Commission européenne avant de recevoir la lettre de Clément Beaune, évidemment, le 23 mai dernier? Deux dernières questions. Ne pensez-vous pas, alors que le fret frétille, si je peux me permettre, que les concurrents ont retiré leur plainte, qu'il pouvait y avoir un plan alternatif à la discontinuité? Et pensez-vous que ce plan alternatif est aujourd'hui mort, ou peut-on espérer qu'à la lumière de la commission d'enquête, on puisse avoir ce plan alternatif? Un plan qui n'a pas été encore validé par la Commission européenne, je le rappelle, hein, qui, a priori, selon les dires du ministre, il n'y a pas d'écrit de la part de la Commission européenne au ministre Clément Beaune. Concernant les sillons, 23 sillons, vous nous dites, évidemment, l'objectif, c'est pas qu'il y ait un report modal vers la route. Ce serait quand même un comble alors que tout le monde veut la décarbonation des transports. Vous savez très bien qu'il y a un problème de conducteurs. Je prendrai un exemple très local. J'ai un tout petit OFP que vous connaissez, qui a passé un marché avec ECR parce que la SNCF n'était peut-être pas le mieux placé, qui a été obligé de sous-traiter à la SNCF parce qu'ils n'avaient pas de tractionnaire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les locomotives et le conducteur. Donc en fait, la SNCF est sous-traitant de ECR sur un petit trajet, mais c'est quand même un petit peu embêtant. Et donc, ma question est toute simple. Si il n'y a pas de solution par le rail sur tout ou partie des 23 sillons concernés, ne pensez-vous pas que l'on devrait demander que Fret SNCF ou ses filiales puissent revenir dans le jeu et assurer cela dans le cadre d'une volonté de décarbonation et de maintien au moins des circulations par le rail? Et dernière petite question annexe qui est juste une petite précision. Si j'ai bien compris, les cessions d'Hermeva et d'Akiem ont été imposées à la SNCF dans le cadre de la reprise de la dette de SNCF Réseau. Je dis imposé. Est-ce que c'est le bon mot? Ok, merci. Lettre de mission, écoutez, de mémoire, est-ce qu'il y a une lettre? Je ne sais plus, d'ailleurs, s'il y a formellement une lettre, je ne sais pas, peut-être tu t'en souviens, toi? Je pense, je n'ai pas le souvenir d'avoir une lettre, d'ailleurs, mais honnêtement, je suis là, moi, enfin, ce que j'ai retenu, je suis là pour appliquer la réforme, en fait, c'est assez simple, cette réforme, loi de 2018, mise en œuvre 1er janvier 2020, je suis recruté au fin octobre, 1er novembre 2019. Donc au fond, ce côté-là, c'est que là, je peux pas dire que je savais pas, quoi. Hein. En tout cas, la réforme, je la connais, et donc je suis là pour l'appliquer. Voilà, donc la mettre en œuvre, la faire fonctionner dans toutes ses dimensions. Le sujet du fret n'est pas explicite. D'abord, il n'est pas trop dans la réforme en tant que telle, d'ailleurs. C'est pour ça qu'à mon avis, en tout cas, pour être honnête, de mémoire, de mon souvenir, je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas noté en arrivant que j'avais tout de suite sur la table le dossier fret. Mais des discussions qui interviennent, alors à l'époque c'était l'équipe à Matignon qui suivait le ferroviaire, oui, là, il arrive assez vite dans le paysage, et très vite je prends position, d'autant plus que le Covid doit débouler assez vite, tout ça s'enchaîne à quelques semaines, quelques mois près, sur le thème il faut sauver le soldat fret, quoi. Enfin, je veux dire, il est évident que enfin, moi, mon vécu et ma vision du groupe ferroviaire, c'est avec le fret, avec du fret. Avec du fret. Alors, il peut se moderniser. Moi, je ne suis pas contre la modernisation, tout ça, ça fait... je sais que le monde doit s'adapter, que la SNCF doit s'adapter, voilà. Mais dans la SNCF, dans le groupe SNCF, oui, il faut garder une activité de fret. Voilà, c'est trop important en matière de transition écologique. Enfin, faut pas lâcher l'affaire.
voilà. Donc c'est un peu ma position et que j'ai tenue tout au long de ces 4 années. Ça, c'est les deux missions. Sur alors des écrits, non. Je vous dis, si je réarticule, parce que j'ai en partie répondu à la question, mais je vais le refaire, il y a un peu 2 phases là-dedans. Il y a la phase où, en fait, chacune correspond à un objectif différent. L'objectif de la phase 1, c'est éviter l'ouverture de procédure. Parce qu'on sait bien qu'une procédure, c'est quand même pas facile, à la fois par sa dureté. Une fois que c'est déclenché, ça ne s'arrête pas comme ça. Et par ses conséquences. Voilà. Donc il faut vraiment, l'objectif pendant la phase 1, c'est éviter l'ouverture de procédure en mettant en avant un certain nombre d'arguments juridiques, politiques. Enfin, le politique fait de la politique, le juridique fait du juridique, et redisant à quel point justement la réforme permettait d'avoir coché des cases, d'avoir progressé. Il y avait des plaintes, on va les lever. Et on avait cru comprendre d'ailleurs de la part de la Commission que le fait de lever les plaintes améliorait considérablement le dossier, puisqu'il nous avait expliqué que c'était à cause des plaintes qui seraient obligés d'être durs. Enfin, une espèce, il couplait leur dureté avec l'existence de plaintes. On comprenait des plaintes, s'il y a des plaintes, nous on est bien obligés d'en tenir compte. Donc même si ça n'avait pas été dit complètement directement, ça établissait un lien quelque part entre les plaintes et la dureté, la position dure de la Commission. Donc en enlevant les plaintes, on pouvait espérer du coup que l'attitude serait plus conciliante. Voilà. Enfin, bref, bon, voilà. Donc ça, c'est la phase 1. Et la phase 2, c'est qui est plus récente. Hein, je vous redis, ça s'est compliqué à partir de l'automne pour des raisons que je ne connais pas. Je n'arrive pas à identifier la cause qui expliquerait une position beaucoup plus dure de la Commission, qui a débouché sur la phase 2. La phase 2, c'est ça y est, la procédure est ouverte. Là, ça change la donne. Là, il y a une nouvelle donne, et dès lors que la procédure est ouverte, que ce soit clair, hein, je pense qu'effectivement, il ne faut pas prendre le risque d'aller faire trancher ça à la Cour de justice. Il faut accepter la discontinuité et la mener de la manière la plus propre possible. Enfin, je veux être clair aussi dans cette deuxième partie, parce qu'il y a une nouvelle donne, il y a ouverture de procédure. Est-ce que j'ai participé à des réunions? Oui. Jamais avec le ministre. Donc les réunions ministres sont propres au ministre. Alors on les préparait avant. Il y avait 2 formes de préparation. Il y avait une préparation interne, la SNCF et l'État, le gouvernement, les GAE aussi, bien sûr, qui jouent un rôle important dans ce genre d'affaires. Et j'ai pu participer à des réunions techniques, notamment à partir de l'automne, quand on a vu que ça se gâtait, hein, je veux dire, où à nouveau, on a expliqué nos arguments, etc. Et j'ai pu mesurer d'ailleurs la dureté des fonctionnaires. Hein. C'est les fonctionnaires européens. C'est compliqué de leur exposer les choses. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Je n'ai jamais participé à des réunions avec le ministre, donc je ne sais pas ce que le ministre a pu dire ou pas. Est-ce qu'il existe une alternative? Je ne sais pas, mais je vous donne mon sentiment, mais c'est qu'un sentiment quasiment de citoyen, pas d'expert. Hein. Je pense qu'on a franchi un certain cap d'irascibilité. Quels seraient les arguments pour faire revenir en arrière la Commission, pour le coup, qui a ouvert publiquement une procédure? C'est du jamais vu. Enfin, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait de précédent où la Commission dira donnez vos arguments, et dans ce cas-là, on appréciera. Hein, parce qu'au fond, elle est dans cette posture-là. Elle dit rendez-vous, je ne sais pas quand, fin 2025 ou 24, fin 2024, et là, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Donc ça serait prendre un grand risque. En tout cas, je pense que cette option est peu probable. Sur les 23 flux, hein, ces 23 flux, oui, des flux, ouais, c'est des flux. Ouais. Et la 5 et la 6, ça marche ensemble, effectivement. Oui, il y a un enjeu important, puisque ces flux, on a écrit à nos clients qu'on serait plus capable de les faire, hein, donc on ne les fera plus. Et donc, on incite nos clients à trouver une solution. Alors, cette solution, elle peut passer par des nouveaux opérateurs, bon. Et vous l'avez dit, ça se pratique dans la profession. Ça aussi, c'est l'exemple que vous avez donné est indépendant des 23 flux. Il se pratique dans la profession que parfois un opérateur prend les flux, se rend compte qu'il n'est pas capable, il se tourne vers un sous-traitant pour la traction. Voilà, c'est aussi peut-être une modalité, au fond, qui pourrait être proposée.
Et c'est celle-là qu'on envisage, au fond, c'est-à-dire d'être un peu le sous-traitant de traction sur des flux que les nouveaux entrants ne seraient pas capables de faire. Bon, en tout cas c'est pas choquant, c'est une pratique du métier, hein, c'est quelque chose qui se fait, donc ça peut être la réponse. Après, si au bout du bout, il n'y a toujours pas de traction, il faut voir. Donc là encore, mais ça c'est l'État qui devra apprécier cette situation, puisque ça consisterait à demander une espèce de dérogation à la Commission. Bon, une dérogation doit rester un peu exceptionnelle. Si c'est une règle générale, ça ne marche pas. Voilà, si cette situation devait advenir, l'État appréciera s'il a lieu ou pas de demander une forme de dérogation temporaire sur tel ou tel flux absolument vital, etc. Voilà, donc la réponse que je peux apporter à ce scénario. Merci, Monsieur le Président. Madame Sylvie Ferrer, Madame la députée des Hautes-Pyrénées, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la SNCF. Donc, ma question porte sur un élément que vous avez rappelé tout à l'heure. Vous avez reprécisé que les trains de fret donc, circulent la nuit au même titre, d'ailleurs, au même titre que les trains de nuit qui circulent aussi donc sur de longues distances. Et donc, il est intéressant de voir, en fait, comment on peut articuler ces deux transports, à la fois de voyageurs et de marchandises, d'autant plus que le président de la République a annoncé la construction de 300 voitures pour 10 lignes de trains de nuit. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce chiffre et cet investissement ? Et cela demande d'autant plus à la puissance publique de continuer des investissements pour électrifier le réseau ferré sur de longues distances. Alors ma question porte sur l'opportunité donc de relier les trains de nuit de voyageurs avec le fret. Je voudrais avoir votre avis sur ce point. Merci. Alors, il n'y a pas incompatibilité entre circulation des trains de nuit et circulation des trains de fret. Ils roulent à peu près à la même vitesse, d'ailleurs. Hein, et la nuit, en nombre de trains, il y a de la place. Quoi, hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de travaux, c'est les travaux qui sont le frein à la circulation. Puisque c'est le nombre de trains, la densité de trains qui circulent, train de nuit plus train de fret, elle est facilement absorbable par la capacité du réseau. Hein, donc il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Non, le trait commun, vous l'avez dit vous-même, c'est le réseau. Hein, c'est toujours pareil. C'est le réseau qui est la clé de la résolution du problème. On peut d'ailleurs rappeler les chiffres en question. Hein. C'est en matière d'état du réseau, de modernité du réseau. Nous estimons, et ce chiffre d'ailleurs a été repris par plusieurs organismes, qu'il faudrait 1,5 milliard de plus par an, pour avoir un réseau régénéré. Ça veut dire on remplace les éléments, les vieux rails par des neufs, les caténaires anciennes par des neuves, voilà, hein, ce qui permet d'avoir un réseau solide, fiable, qui ne tombe pas en panne. Hein, voilà, donc c'est très important. Et puis moderniser, parce qu'il y a aussi, on en a peu parlé jusqu'à maintenant, des sujets de technologie. Hein, la technologie de l'exploitation ferroviaire change, comme dans toutes les industries. Le mot commun, c'est digitalisation. Hein, on digitalise les postes d'aiguillage, etc. Donc on aurait besoin, effectivement, de mettre aussi de l'argent pour moderniser les outils qui permettent de faire circuler des trains sur le réseau français. Voilà, donc c'est ça dont on parle en matière d'efforts supplémentaires, au passage, je le répète. Donc au fond, le point commun à train de nuit et à train de fret, c'est ça, c'est un réseau régénéré, de qualité, modernisé. Et ça donnera les capacités nécessaires pour faire circuler et les trains de nuit et les trains de fret. Bon, sur les trains de nuit, vous le savez, c'est un contrat qui nous lie avec l'État, qui lui aussi va être mis en concurrence, voilà, décidément, à partir de 2023. La prochaine fois que des lignes de train de nuit seront lancées, l'État sera amené à mettre en concurrence la SNCF avec un autre opérateur, SNCF Voyageurs avec un autre opérateur. Ça, c'est la loi européenne transposée en droit français. Et les matériels roulants, c'est l'État qui, en tant qu'autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire, de jour et de nuit, devra effectivement investir dans du matériel. Si on veut développer ces lignes, il faudra du matériel. J'allais dire aussi sur les lignes actuelles, hein, mais là, les décisions sont prises. Hein, il y a un matériel, une automotrice électrique qui vont finir par arriver sur Paris-Limoges, Paris-Clermont. Il faudra aussi en mettre sur la transversale sud, d'ailleurs, qui passe à Toulouse, etc., jusqu'à Marseille, en venant de Bordeaux. Voilà, donc ça, c'est bien à l'État, effectivement, de faire les acquisitions de matériel roulant que l'opérateur, en fait, fera circuler pour offrir le meilleur service possible à nos clients. Oui, avant de donner la parole tout de suite à Thomas Porte, je vais vous poser une question très simple, Monsieur le Président, puisqu'il m'apparaît que parfois dans les discussions,
on a été un peu confus sur le niveau des aides publiques. Si on regarde le redressement de la part modale du fret ferroviaire en 2021 et en 2022, et si on regarde le redressement des résultats financiers de Fret SNCF en 2021 et en 2022, quelle est la part respective des différents facteurs qui expliquent ce double redressement selon vous? Comment vous les hiérarchiseriez? Je pense que les effets les plus rapides sont l'aide à l'exploitation. Les 170 millions d'euros donnés au secteur, dont une partie est arrivée sur Fret SNCF, notamment le wagon isolé, et certainement la décision qui a eu l'impact le plus rapide sur les comptes, parce que ça vient tout de suite en recettes. Aide publique qui a été validée par la Commission européenne. Pour le aide publique qui a bien été validée, dont la demande a été faite par l'État français dont la validité a été demandée, a été accordée. Comme ça se fait, enfin je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais enfin il y a le même principe en Autriche. Voilà, il y a plusieurs pays européens qui ont ce système-là avec validation de la Commission, puisque c'est bien le secteur, vous l'avez dit, Monsieur le Président, hein, c'est tout le secteur qui est aidé. Et après, dans le cadre de l'aide au secteur, chaque opérateur reçoit sa part. Hein, voilà. Donc ça, je pense que c'est certainement le facteur qui a le plus d'importance. Les autres facteurs, notamment portant sur l'infrastructure, demandant plus de temps. Voilà. Donc je pense que l'aide financière en termes d'exploitation a permis de redresser la barre ou en ayant des prix compétitifs et donc d'assurer un début de report modal ou en restaurant les comptes, enfin un effet cumulé des deux, hein, je pense que c'est important. Par contre, sur le moyen long terme, on aura besoin de l'infrastructure pour consolider la qualité de service et le développement. Voilà. Donc on a besoin des deux. Monsieur le député Thomas Porte, puis ensuite Nicolas Sansu. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, moi j'ai trois questions à l'aune de ce que vous avez dit. Si j'ai bien entendu, vous pouvez nous confirmer que vous n'avez eu aucune réunion et discussion directe avec le ministre des Transports, Clément Beaune, sur ce sujet-là, depuis que vous êtes arrivé à la direction du groupe SNCF, si j'ai bien compris les propos précédents que vous avez tenus, ce qui paraît surprenant quand même sur une procédure de discontinuité qui engage à un tel niveau le groupe public ferroviaire, une partie de ses effectifs et l'avenir de Fret SNCF. Deuxième question, vous avez dit qu'il fallait une qualité de service et qu'on ne pouvait pas contraindre les entreprises à mettre des marchandises sur les rails et qu'il fallait une qualité de service qui soit de haut niveau pour aller les chercher. Moi, j'aimerais savoir combien il y avait de commerciaux à Fret SNCF en 2006, combien il y en a aujourd'hui. Combien on a supprimé de commerciaux à Fret SNCF pour aller démarcher les entreprises, pour aller faire en sorte que les marchandises viennent sur les rails. Et troisième question, dans le plan de discontinuité présenté par Clément Beaune, il y a une séparation entre l'exploitation fret et la maintenance, ce qui n'est pas forcément une demande de la Commission européenne. Pourquoi séparer la maintenance et l'exploitation dans ce plan de discontinuité? En tout cas, est-ce que vous avez une position là-dessus? Est-ce que vous avez un avis? Et je ne vous demande pas si vous en avez discuté avec le ministre, puisqu'apparemment, non. Merci. Sachant que je crois qu'on avait évoqué à plusieurs reprises que dans la société dédiée qui serait liée à la maintenance, elle pourrait éventuellement remplir des missions pour d'autres opérateurs. Je crois me souvenir de cela. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci de me relancer parce que je n'ai pas été clair, donc il faut l'être. Merci de me permettre. Alors, j'ai pas participé à des réunions avec le ministre, avec la Commission. Le ministre a vu la Commission, notamment la commissaire, Verstager. Voilà, c'est là où je n'ai pas participé. Par contre, avec le ministre, oui, j'en ai parlé. Bien sûr, j'en ai parlé avec tous les ministres. Moi, j'ai connu M. Djebari, puis M. Beaune. J'ai parlé de ce dossier avec les deux ministres que j'ai pu connaître. Voilà, donc c'était important de lever la confusion. C'est fait. Les commerciaux, j'ai pas la réponse, donc ça peut-être qu'on vous la fournira, voilà, on vous donnera cet élément d'information. J'ai apporté tout à l'heure une réponse, j'allais dire un peu du mental. C'est vrai que pendant des décennies, les gens du fret étaient dans une logique un peu de réduction. Donc c'est plutôt par le pilotage par les coûts qu'ils essayaient de retrouver l'équilibre puisque les flux disparaissaient. Bon, là, depuis 21-22, on est dans une logique, c'est-à-dire, oui, il est possible d'aller chercher des clients nouveaux. Donc, effectivement, il y a une inversion de mental, hein, de mental un peu défensif. On a retrouvé un mental offensif. Donc, comment ça se traduit en nombre de commerciaux? Je n'ai pas la réponse précise, mais on vous la fera parvenir, bien sûr. Sur la maintenance, il y a effectivement deux idées. La première idée, alors dans l'ambiance discontinuité, vous savez que la nouvelle société doit être la plus différente possible de l'ancienne. C'est ça.
C'est-à-dire, pour justifier du fait qu'elle n'ait pas apporté la dette, il faut la transformer, pour qu'elle soit la plus différente possible. Ben, un élément de différence, c'est qu'elle fasse plus la maintenance. Voilà, c'est un peu bébête, mais ça fait partie des éléments. Ben, voilà, on la spécialise dans le transport, elle est plus transport et maintenance. Bon, c'est un des éléments de différenciation. C'est aussi l'idée, vous savez, il y a une idée un peu de punition là derrière. Hein. On vous punit en vous obligeant à réduire votre activité, d'où les 23 flux en moins, et on vous punit en cédant vos actifs. Ben, un atelier de maintenance, c'est un actif. Donc on vous punit en vous forçant à le céder. Alors, il y a moindre mal parce que ça va être cédé à une autre entreprise, SNCF Fret. Mais il y a quand même cette double idée. Et enfin, là encore, on fait du judo. On dit, puis quitte à avoir une société de maintenance des locomotives, on va lui faire maintenir les locomotives voyageurs. C'est peut-être pas idiot. En tout cas, on va ouvrir cette possibilité, ou d'autres opérateurs, ou réseaux, ou voyageurs, ou d'autres opérateurs. Donc on va en faire un centre d'excellence de maintenance. Les cheminots, les cheminotes sont capables de maintenir les locomotives, et pour le groupe SNCF et peut-être pour d'autres. Voilà. Ou pour des groupes étrangers dont les moyens de maintenance sont loin, bon, s'ils ont besoin de maintenance sur le sol français, on peut le faire. Voilà. Donc on va essayer aussi de donner une perspective en matière d'activité à cette nouvelle société spécialisée dans la maintenance des locomotives. Monsieur le député Nicolas Sansu. Ça va être très court, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la SNCF, juste une précision sur une question que j'ai posée où je ne pense pas avoir eu de réponse. Quand vous êtes arrivé, donc évidemment, vous avez interpellé le Premier ministre Castex et le ministre Djebari. Est-ce que vous avez fait des écrits ou est-ce qu'il y a des comptes rendus de réunion qu'on pourrait avoir à ce moment-là? Parce que vous-même êtes très surpris aujourd'hui de ce qui se passe et de la procédure lancée par la Commission européenne. Et donc, ce serait bien qu'on puisse avoir tout le déroulé, savoir entre la SNCF et l'État pour savoir comment on en est arrivé là et donc, sous votre présidence, avoir toutes les lettres et comptes rendus que vous avez pu faire sur ce sujet. Vous avez, très bien, on va regarder. Moi, j'ai pas de souvenir d'échange de courrier officiel, d'ailleurs, je pense pas. Après, bon, est-ce qu'il y a eu des prises de notes, des comptes rendus? On peut regarder. Oui, non, mais très bien. Non, mais je vous dis, non, mais c'est pas qu'on veut vous cacher quoi que ce soit. C'est juste que je me souviens pas, en tout cas, avoir. Voilà, oui. Donc on va regarder. Hein, donc on va regarder ce qu'on peut trouver. Je me souviens bien des postures, j'allais dire. Hein, c'est pour ça que je vois bien les deux étapes qui ont pu prévaloir dans la gestion de ce dossier difficile. Ce qui me permet d'ailleurs, donc on s'engage à essayer de retrouver les traces les plus écrites possibles de ces échanges, à la demande de la Commission. Peut-être aussi, je me suis rendu compte que je n'avais pas apporté une précision, comme ça l'oralité, toujours comme vous dites, un peu, il faut faire attention. La cession d'Hermeva et d'Akiem, ce n'est pas dans le cadre de la reprise de la dette de 35 milliards, c'est dans le cadre de la dette due au Covid. Hein, dans les 35 milliards, il n'y a pas Hermeva, Akiem, ça n'y est pas. C'est après, à partir de 2020, on se prend le Covid. Le Covid nous cause 10 milliards de décalage de recettes, c'est juste énorme. Hein. Ce n'est pas tout de la dette, mais enfin, il y en a beaucoup qui se répercutent dans la dette. Pour compenser cet impact, c'est là où l'État, je redis la réponse, l'État fait son travail en injectant 4,5 milliards dans la SNCF, son travail d'actionnaire, et nous on fait le nôtre en termes de management, à peu près le même montant d'ailleurs. Hein. On injecte aussi 4 milliards dans les caisses de l'entreprise en cédant Hermeva et Akem. Ouais, c'est ça, pour réduire l'impact sur la trésorerie de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Donc on va donc recevoir dans quelques minutes, pas votre immédiat prédécesseur, mais Louis Gallois. Merci beaucoup de cet échange avec la commission d'enquête. Merci beaucoup à la commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur.